Et si je te disais que la procrastination n'est pas un manque de volonté, mais plutôt un mécanisme de survie de ton cerveau qui travaille en réalité contre toi? Marc Aurèle, empereur de Rome, il y a plus de 1800 ans, faisait face exactement au même dilemme que tu affrontes aujourd'hui quand tu te réveilles et regardes cette liste de tâches qui ne diminue jamais. Il a découvert que le problème n'était pas le manque de motivation, mais la façon dont il entraînait son propre esprit. Les stoïciens ont développé des rituels quotidiens spécifiques qui reprogrammaient complètement la manière dont le cerveau gère la résistance et l'inconfort. Ces mêmes rituels qui ont aidé des empereurs, des philosophes et des guerriers à conquérir des empires et à transformer des civilisations sont disponibles pour toi maintenant et ils vont détruire une fois pour toutes ce cercle vicieux qui te maintient prisonnier dans l'inaction. Nous ne parlons pas d'astuces superficielles de productivité ou de techniques modernes douteuses, mais de principes éprouvés à travers les siècles qui attaquent la racine psychologique de la procrastination. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes. Installe-toi confortablement et détends-toi. Commençons. Ce soir, tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que quelque chose en toi cherche à changer, parce qu'une partie de ton âme est fatiguée de remettre à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. La procrastination n'est pas simplement une mauvaise habitude, c'est une prison invisible que nous construisons nous-mêmes, brique par brique, excuse après excuse. Et les anciens stoïciens, ces sages qui ont traversé des guerres, des pertes, des défis monumentaux, ils connaissaient le secret pour briser ces chaînes. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, Épictète, l'esclave devenu maître de sagesse, Sénèque, le conseiller qui a survécu aux intrigues du pouvoir, tous ont affronté la tentation de l'inaction. Tous ont compris que le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons et que chaque moment passé dans l'hésitation est un moment volé à notre propre vie. Ce soir, leurs voix vont te guider à travers 9 rituels puissants, 9 pratiques ancrées dans la philosophie stoïcienne qui vont transformer ta relation avec l'action, avec le temps, avec toi-même. Ces rituels ne sont pas des trucs rapides ou des astuces superficielles, ce sont des outils forgés dans les épreuves de l'existence, testés par des hommes qui ont dû agir malgré la peur, malgré le doute, malgré l'incertitude. Ce sont des pratiques qui vont au cœur même de ce qui nous fait repousser nos responsabilités, qui touchent aux racines profondes de notre résistance à l'action. Et si tu les intègres, si tu les pratiques avec sincérité, tu découvriras une force en toi que tu n'as peut-être jamais pleinement exploitée. La procrastination porte de nombreux masques. Parfois, elle se déguise en perfectionnisme, cette voix qui te dit que tu n'es pas encore prêt, que tu dois attendre le moment parfait, que les conditions doivent être idéales. D'autres fois, elle apparaît comme la peur de l'échec, ce murmure sombre qui te rappelle toutes les fois où tu n'as pas été à la hauteur, toutes les fois où tu as déçu. Elle peut aussi prendre la forme de la distraction, cette tentation constante de faire quelque chose, n'importe quoi, plutôt que la tâche qui compte vraiment. Et parfois, elle est simplement la fatigue, le poids accumulé de tout ce que nous portons, qui nous fait dire que demain, nous aurons plus d'énergie. Mais les stoïciens comprenaient quelque chose de fondamental. Ils savaient que demain n'existe pas. Demain est une illusion, un mirage qui recule à mesure que nous avançons. La seule réalité est maintenant, ce moment précis où tu respires, où tu existes, où tu as le pouvoir d'agir. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations au cœur de la nuit, alors que le poids de l'Empire reposait sur ses épaules. Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme de bien, sois-le. Ces mots simples contiennent une vérité révolutionnaire. Arrête de planifier, arrête de te préparer à être meilleur. Commence maintenant, immédiatement, dans ce moment même. Le premier rituel stoïcien pour vaincre la procrastination commence ici, dans la reconnaissance de l'instant présent comme le seul terrain d'action véritable. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler la méditation sur la mortalité, mais ce n'était pas une pratique morbide. C'était au contraire une célébration de la vie, un rappel constant que nos jours sont comptés, que chaque aurore pourrait être la dernière. Épictète enseignait à ses élèves « Ne remets pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui, car demain tu pourrais ne plus être là pour le faire. » Imagine pour un moment que cette journée soit ta dernière, pas pour te faire peur, mais pour clarifier tes priorités. Si tu savais que demain, le soleil ne se lèverait pas pour toi, passerais-tu encore 1 heure à défiler sur les réseaux sociaux? Remettrais-tu encore cette conversation difficile que tu dois avoir? Reporterais-tu encore ce projet qui te tient à cœur? La réponse est évidente. Et pourtant, nous vivons comme si nous avions tout le temps du monde, comme si notre existence s'étendait à l'infini devant nous.
Le premier rituel stoïcien est donc celui de la conscience du temps. Chaque matin, au réveil, avant même de toucher ton téléphone, avant de te laisser happer par les urgences du jour, prends un moment. Assieds-toi en silence et répète-toi cette vérité. Cette journée est un cadeau qui ne se répétera jamais. Les heures que j'ai aujourd'hui sont les seules heures dont je suis certain. Comment vais-je les utiliser? Qu'est-ce qui mérite vraiment mon temps et mon énergie? Cette pratique n'est pas théorique. Marc Aurèle lui-même, l'homme le plus puissant de son époque, commençait chaque journée en se rappelant qu'il était mortel, que son pouvoir était temporaire, que le temps filait entre ses doigts comme du sable. Et cette conscience, loin de le paralyser, le libérait. Elle lui donnait la clarté nécessaire pour distinguer l'essentiel du superficiel, l'important de l'urgent. Il écrivait « Tu pourrais quitter cette vie à tout moment. Garde cela à l'esprit dans tout ce que tu fais, dis ou penses. » La procrastination se nourrit de l'illusion de l'éternité. Elle prospère quand nous croyons avoir tout le temps, quand nous nous disons que nous commencerons lundi ou le mois prochain ou l'année prochaine. Mais quand tu ancres profondément en toi la conscience que le temps est limité, précieux, irremplaçable, quelque chose change. L'urgence n'est plus une source de stress, elle devient une source de motivation. Tu ne repousses plus, tu agis, pas par peur de la mort, mais par amour de la vie. Ce rituel matinal de conscience du temps doit être accompagné d'une pratique complémentaire. Les stoïciens croyaient en l'examen quotidien, un moment en fin de journée où l'on réfléchit à ses actions. Sénèque écrivait qu'il passait chaque soir en revue sa journée, non pas pour se punir, mais pour apprendre. Il se demandait « Qu'ai-je fait aujourd'hui qui était aligné avec mes valeurs ? Où ai-je procrastiné ? Quelle excuse me suis-je donné ? Et surtout, comment puis-je faire mieux demain ?» Cette double pratique, le rappel matinal de la mortalité et l'examen nocturne des actions, crée un cadre puissant. Le matin, tu établis tes intentions, tu te rappelles que ce jour est unique et précieux. Le soir, tu rends compte, tu te regardes avec honnêteté, tu reconnais tes faiblesses sans te juger cruellement. Ce n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Un peu mieux chaque jour, un peu plus conscient, un peu plus aligné avec la personne que tu veux devenir. La beauté de cette approche stoïcienne, c'est qu'elle ne repose pas sur la motivation, cette émotion volatile qui vient et part comme le vent. Elle repose sur quelque chose de beaucoup plus profond, la conviction que ta vie a de la valeur, que ton temps est sacré, que tes actions compte. Quand cette conviction s'enracine en toi, la procrastination perd son pouvoir. Elle ne disparaît pas complètement. Personne n'est parfait, mais elle n'a plus le même contrôle sur toi. Tu commences à voir la procrastination pour ce qu'elle est vraiment. Non pas un défaut de caractère, non pas une preuve de ta paresse, mais simplement une habitude. Et comme toute habitude, elle peut être changée, remplacée, transformée. Les stoïciens comprenaient que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos impulsions. Nous sommes ce que nous choisissons de faire avec ces pensées, avec ces impulsions. La procrastination est une invitation à l'action, pas une condamnation à l'inaction. Alors, ce soir, en écoutant ces mots, permets-toi de recevoir cette vérité. Ta vie est maintenant, pas demain, pas quand les circonstances seront parfaites, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Et dans ce maintenant, tu as un pouvoir immense, le pouvoir de choisir. Tu peux choisir de faire ce premier pas, si petit soit-il. Tu peux choisir d'affronter cette tâche que tu repousses depuis des semaines. Tu peux choisir d'être la personne que tu admires, celle qui agit malgré la peur, malgré le doute, malgré la fatigue. Les stoïciens ne promettaient pas que ce serait facile, ils promettaient que ce serait possible. Ils promettaient que chaque action, même minuscule, construit ton caractère, que chaque fois que tu choisis d'agir plutôt que de repousser, tu deviens un peu plus fort, un peu plus libre. Et cette force, cette liberté, personne ne peut te les enlever. Elles sont à toi, ancrées dans ton âme, forgées par tes choix. Ce premier rituel, la conscience du temps, est la fondation sur laquelle tout le reste repose. Car si tu ne comprends pas profondément que le temps est ta ressource la plus précieuse, tu continueras à le gaspiller. Tu continueras à vivre comme si demain était garanti, comme si tu avais des années devant toi pour réaliser tes rêves. Mais quand tu intègres vraiment cette vérité, quand elle devient partie de toi, tout change. Tu te réveilles différemment. Tu regardes ta liste de tâches avec des yeux nouveaux.
Cette chose que tu repousses depuis 3 mois, soudain, elle devient urgente. Non pas parce qu'une échéance approche, mais parce que tu réalises que chaque jour où tu ne la fais pas est un jour perdu, un jour que tu ne récupéreras jamais. Cette réalisation n'est pas déprimante, elle est libératrice. Elle te donne l'énergie, le courage, la détermination nécessaires pour passer à l'action. Et voilà le paradoxe magnifique du stoïcisme. En acceptant la mort, nous apprenons à vivre pleinement. En reconnaissant que nous sommes mortels, que notre temps est limité, nous découvrons la valeur infinie de chaque instant. Nous arrêtons de vivre dans le futur hypothétique et commençons à habiter le présent réel. Et c'est dans ce présent que l'action devient possible, que la procrastination perd son emprise, que nous devenons enfin les architectes de notre propre vie. Alors respire profondément, sens la vie qui pulse en toi. Reconnais que ce moment, maintenant, est tout ce que tu as vraiment. Et dans ce moment, dans cette respiration, dans cette conscience, réside le pouvoir de tout changer. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as simplement besoin de commencer, ici, maintenant, avec ce que tu as, avec ce que tu es. Et ce premier pas, aussi petit soit-il, est le début de ta transformation. Le deuxième rituel stoïcien pour anéantir la procrastination s'appelle le rituel de la clarté des intentions. Les stoïciens savaient que l'esprit humain est facilement distrait, facilement tiré dans 1000 directions différentes. Nous vivons dans un monde qui hurle constamment pour notre attention, qui nous sollicite à chaque instant, qui nous bombarde d'informations, de notifications, de demandes. Dans ce chaos, il est presque impossible de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Et c'est précisément cette confusion qui alimente la procrastination. Pense à combien de fois tu as commencé ta journée avec de bonnes intentions, déterminé à accomplir quelque chose d'important pour finalement te retrouver en fin de journée à te demander où le temps est passé. Tu as été occupé, certainement, mais qu'as-tu vraiment accompli? Qu'est-ce qui a avancé dans la direction de tes objectifs les plus profonds? Souvent, la réponse est douloureuse, presque rien. Tu as été pris dans le tourbillon de l'urgent, des demandes des autres, des distractions infinies qui se présentent à chaque coin de rue. Marc Aurèle, malgré toutes ses responsabilités en tant qu'empereur, ou peut-être à cause d'elles, avait développé une pratique rigoureuse de clarification de ses intentions. Chaque matin, il se demandait « Pour quelle raison suis-je ici? Quel était mon rôle essentiel aujourd'hui? Qu'est-ce qui dépend vraiment de moi et qu'est-ce qui n'en dépend pas ?» Cette distinction était cruciale pour lui. Il ne pouvait pas contrôler les invasions barbares, les complots au Sénat, les maladies qui ravageaient à l'Empire. Mais il pouvait contrôler ses réponses, ses décisions, son caractère. Le rituel de la clarté des intentions commence par une question simple mais profonde. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Pas ce que tes parents pensent de ce que tu devrais faire, pas ce que la société attend de toi, pas même ce que tu crois devoir vouloir. Qu'est-ce qui résonne dans ton âme comme authentiquement important? Cette question nécessite une honnêteté brutale avec toi-même, parce que souvent, nous procrastinons précisément sur les choses que nous disons être importantes, mais qui en réalité ne le sont pas vraiment pour nous. Peut-être as-tu dit pendant des années que tu voulais écrire un livre, mais chaque fois que tu as une heure libre, tu fais autre chose. Peut-être que ce livre n'est pas vraiment ton désir, mais celui de quelqu'un d'autre pour toi. Ou peut-être est-ce vraiment important, mais tu as peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de découvrir que tu n'es pas aussi talentueux que tu le pensais, peur de l'échec, peur même du succès. La clarté des intentions exige que tu démêles tout cela, que tu regardes en face tes véritables désirs et tes véritables peurs. Les stoïciens pratiquaient un exercice qu'ils appelaient la premeditatio malorum, la préméditation des maux. Ce n'était pas du pessimisme, mais du réalisme. Ils imaginaient les pires scénarios possibles, non pour s'y complaire, mais pour les démystifier. Sénèque écrivait « Il n'y a rien de terrible dans les choses elles-mêmes, seulement dans la peur que nous avons d'elles. Quand tu prends le temps d'imaginer ce qui pourrait mal se passer si tu agis, souvent tu découvres que tes peurs sont exagérées, que le pire scénario est en fait gérable, survivable. Applique cela à ta procrastination. Prends cette tâche que tu repousses depuis des semaines, des mois peut-être. Ferme les yeux et imagine le pire qui pourrait arriver si tu la commences et que tu échoues. Vraiment le pire. Pas un échec vague et abstrait, mais le scénario concret, le plus négatif. Peut-être que ton projet échoue et que tu perds de l'argent. Peut-être que les gens se moquent de toi. Peut-être que tu découvres que tu n'es pas aussi compétent que tu le pensais. Maintenant, demande-toi, pourrais-tu survivre à cela? Est-ce vraiment la fin du monde? Dans la grande majorité des cas, tu découvriras que oui, tu pourrais survivre. Tu serais déçu, certainement. Tu aurais mal, probablement. Mais tu survivrais, tu apprendrais, tu continuerais. Et cette réalisation est incroyablement libératrice. Parce que si tu peux survivre au pire,
alors il n'y a plus vraiment de raison d'avoir peur. Et sans la peur, la procrastination perd une de ses armes les plus puissantes. Mais le rituel de la clarté des intentions va plus loin. Il ne suffit pas de savoir ce que tu ne veux pas, ce que tu crains. Tu dois aussi savoir précisément ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Les stoïciens croyaient fermement que nos actions doivent être guidées par la raison, par des intentions claires et vertueuses. Épictète enseignait que nous devons constamment nous demander « Est-ce que cette action me rapproche de la personne que je veux être ? Est-ce qu'elle est alignée avec mes valeurs les plus profondes ?» Prenons un exemple concret. Peut-être que tu procrastines sur l'exercice physique. Tu te dis que tu devrais aller à la salle de sport, mais tu ne le fais jamais. Pourquoi veux-tu faire de l'exercice? Si ta réponse est vague, quelque chose comme « pour être en meilleure santé », ce n'est pas suffisant. Creuse plus profond. Veux-tu être en meilleure santé pour pouvoir jouer avec tes enfants sans t'essouffler? Pour avoir l'énergie nécessaire pour poursuivre tes passions, pour te sentir plus confiant dans ton corps, pour vivre plus longtemps et voir tes petits-enfants grandir? Plus ton intention est claire, concrète, émotionnellement chargée, plus elle a de pouvoir sur toi. Plus elle peut te motiver quand la résistance apparaît, parce que la résistance apparaîtra toujours. Il y aura toujours des matins où tu ne voudras pas te lever tôt pour aller courir, où ton lit sera trop confortable, où 1000 excuses se présenteront. Mais si ton intention est cristalline, si tu sais exactement pourquoi cette action compte pour toi, alors tu as une ancre à laquelle te raccrocher. Les stoïciens recommandèrent d'écrire ses intentions. Marc Aurèle tenait son journal non pas pour la postérité, mais pour lui-même, pour clarifier ses pensées, pour se rappeler ses principes dans les moments difficiles. Tu peux faire de même. Prends un moment chaque matin pour écrire tes intentions pour la journée. Pas une liste interminable de tâches, mais 2 ou 3 choses qui vraiment comptent. Et pour chacune, écris pourquoi elles comptent. Pourquoi est-ce important que tu fasses cela aujourd'hui? Comment cela te rapproche-t-il de la personne que tu veux être? Cette pratique a un effet remarquable. Elle transforme des tâches abstraites en actions significatives. Au lieu de travailler sur mon projet qui semble lourd et vague, tu écris « Je vais consacrer 1 heure à mon projet aujourd'hui parce que c'est mon rêve de longue date et chaque heure que j'y consacre me rapproche de sa réalisation. Même si c'est difficile, même si je doute, je vais honorer ce rêve avec mon action. » Sens-tu la différence? L'une est une obligation, l'autre est un engagement envers toi-même. La clarté des intentions crée aussi une protection contre les distractions. Quand tu sais précisément ce qui compte pour toi aujourd'hui, il devient beaucoup plus facile de dire non aux sollicitations qui ne servent pas ces intentions. Quelqu'un te demande une faveur qui va prendre 2 heures de ton temps, tu peux vérifier: est-ce que c'est aligné avec mes intentions pour aujourd'hui? Est-ce que cela me rapproche de mes objectifs ou m'en éloigne? Et si ça t'éloigne, tu as la clarté nécessaire pour décliner poliment. Épictète était radical sur ce point. Il disait que nous devons être des gardiens vigilants de notre attention, de notre temps, de notre énergie. Si tu ne veux pas échouer dans tes entreprises, ne te disperse pas. Concentre toute ton énergie sur une seule chose à la fois. Dans notre monde moderne où le multitâche est glorifié, ce conseil semble presque subversif. Mais les neurosciences modernes confirment ce que les stoïciens savaient il y a 2000 ans. Le cerveau humain ne peut pas vraiment faire plusieurs choses importantes en même temps. Nous ne faisons que basculer rapidement d'une chose à l'autre, perdant de l'efficacité et de la profondeur à chaque changement. Alors le rituel de la clarté des intentions inclut aussi la simplification. Au lieu de te fixer 10 objectifs pour la journée et de te sentir écrasé avant même de commencer, choisis-en un seul, le plus important. Celui qui, si c'était la seule chose que tu accomplissais aujourd'hui, ferait de cette journée un succès. Et engage-toi à le faire en premier, avant de vérifier tes emails, avant de répondre aux messages, avant de te laisser happer par les urgences des autres. Marc Aurèle écrivait « Si tu cherches la tranquillité, fais moins, ou plus précisément, fais ce qui est nécessaire, ce que demande la raison d'un être social, car cela apporte la tranquillité qui vient non seulement de bien agir, mais de peu agir. Moins, mais mieux. » Une chose importante plutôt que 10 choses urgentes mais insignifiantes. Cette philosophie va à contre-courant de notre culture de la productivité, mais elle est infiniment plus sage. La procrastination se nourrit du sentiment d'être débordé. Quand tu regardes ta liste de tâches et qu'elle semble interminable, ton cerveau se fige. Il ne sait pas par où commencer, alors il ne commence pas du tout. Il choisit la distraction, le soulagement temporaire, n'importe quoi, plutôt que d'affronter ce tsunami d'obligations. Mais quand tu as clarifié tes intentions, quand tu as identifié cette une chose qui compte vraiment aujourd'hui, soudain le chemin devient clair. Tu n'as qu'un seul pas à faire, puis un autre, puis encore un autre.
Les stoïciens utilisaient une image puissante pour illustrer ce principe. Ils parlaient du voyage de 1000 lieues qui commence par un seul pas, mais ils allaient plus loin. Ils disaient que nous ne devons même pas penser au voyage de 1000 lieues. Nous devons seulement penser au pas que nous sommes en train de faire maintenant. Le prochain pas viendra en son temps. Tout ce qui compte, c'est le pas présent. Cette focalisation sur le moment présent, sur l'action immédiate à portée de main, dissout l'anxiété qui accompagne les grands projets. Alors pratique ce rituel de la clarté des intentions chaque jour. Le matin, avant que le chaos de la journée ne commence, prends 10 minutes. Assieds-toi en silence avec un carnet. Demande-toi, quelle est la chose la plus importante que je puisse faire aujourd'hui? Pourquoi est-ce important? Comment vais-je me sentir ce soir si je l'ai accompli? Comment vais-je me sentir si je l'ai encore repoussé? Écris tes réponses. Fais-le physiquement, avec un stylo et du papier, pas sur un écran. Il y a quelque chose dans l'acte d'écrire à la main qui ancre l'intention plus profondément. Puis, pendant la journée, reviens régulièrement à cette intention. Quand tu sens la distraction t'appeler, quand tu es tenté de vérifier les réseaux sociaux pour la 10e fois, rappelle-toi, j'ai une intention claire aujourd'hui. J'ai décidé que cette chose comptait. Est-ce que ce que je suis sur le point de faire me rapproche de cette intention ou m'en éloigne? Cette simple question, posée encore et encore, peut transformer ta journée, ta semaine, ta vie, et le soir, pendant ton examen stoïcien, reviens sur ta journée. As-tu honoré ton intention? Si oui, prends un moment pour reconnaître cette victoire, aussi petite soit-elle. Sinon, demande-toi pourquoi, sans te juger, juste avec curiosité. Qu'est-ce qui s'est interposé? Était-ce vraiment une urgence légitime ou une distraction que tu as laissée entrer? Qu'est-ce que tu peux apprendre pour demain? Cette pratique quotidienne de clarification, d'action et de réflexion crée un cercle vertueux. Chaque jour, tu deviens un peu plus clair sur ce qui compte. Chaque jour, tu deviens un peu meilleur pour protéger ton temps et ton attention. Chaque jour, tu renforces ce muscle de l'intention claire et de l'action alignée. Et petit à petit, la procrastination perd son pouvoir sur toi. Parce qu'au fond, la procrastination n'est pas vraiment une question de temps ou de volonté. C'est une question de clarté. Quand tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, quand tes intentions sont floues, quand tu n'as pas de raison profonde de faire quelque chose, il est normal de repousser. Ton inconscient résiste parce qu'il ne comprend pas pourquoi c'est important. Mais quand la clarté est là, quand tu sais au plus profond de toi pourquoi cette action compte, alors la résistance diminue. Pas complètement. Tu n'es pas un robot, mais suffisamment pour que l'action devienne possible, puis probable, puis naturelle. Les stoïciens croyaient que nous avons tous en nous une étincelle du divin, une capacité pour la raison et la vertu. Mais cette étincelle doit être nourrie, protégée, cultivée. Elle doit être alimentée par des intentions claires, par des actions alignées, par une vie vécue avec purpose. C'est ton travail quotidien, ton rituel sacré. Clarifier ce qui compte, puis agir en conséquence. Encore et encore, jour après jour, jusqu'à ce que cela devienne qui tu es. Le troisième rituel stoïcien pour détruire la procrastination s'appelle le rituel de la division. Les stoïciens étaient des maîtres de l'analyse, de la déconstruction des problèmes en partie gérables. Ils comprenaient quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous sommes facilement submergés par ce qui semble grand, complexe, insurmontable. Et quand nous nous sentons submergés, notre réaction naturelle est de fuir, d'éviter, de repousser. C'est précisément là que la procrastination trouve son terrain le plus fertile. Imagine que tu aies un projet important devant toi. Peut-être écrire un mémoire, lancer une entreprise, rénover ta maison, perdre 20 kilos. Quand tu penses à ce projet dans sa totalité, il semble écrasant. Il y a tellement d'étapes, tellement de choses à apprendre, tellement d'obstacles potentiels. Ton cerveau, face à cette complexité, active son mécanisme de protection. Il te dit « c'est trop, tu ne peux pas faire ça, ce serait plus sûr de ne même pas essayer » et tu procrastines. Marc Aurèle avait une formule simple mais puissante pour gérer cette tendance. Il écrivait « décompose chaque tâche en parties, puis demande-toi « y a-t-il quelque chose d'impossible dans cette partie ?» Et si la réponse est non, continue à décomposer jusqu'à ce que chaque partie soit clairement faisable. Cette approche transforme l'impossible en possible, le terrifiant en gérable, l'écrasant en actionnable. Prenons un exemple concret. Disons que tu veux écrire un livre. C'est un projet qui paralyse beaucoup de gens. Un livre entier, des dizaines de milliers de mots, des mois voire des années de travail. Face à cette vision d'ensemble, il est facile de ne jamais commencer. Mais appliquons le rituel de la division. Un livre n'est pas une entité monolithique, c'est une collection de chapitres. Un chapitre n'est pas non plus monolithique, c'est une série de sections. Une section est composée de paragraphes.
Un paragraphe est fait de phrases. Et une phrase, eh bien, c'est juste quelques mots mis ensemble avec une intention. Soudain, écrire un livre ne signifie plus affronter cette montagne infranchissable. Cela signifie simplement écrire une phrase, puis une autre, puis encore une autre. Est-ce que tu peux écrire une phrase maintenant? Bien sûr que tu peux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible là-dedans? Non. Alors fais-le. Écris une phrase, puis vois comment tu te sens. Presque toujours, après avoir écrit une phrase, tu découvres que tu peux en écrire une deuxième, et une troisième. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu as écrit un paragraphe, puis une page, puis une section. Les stoïciens appelaient cela le principe du progrès graduel. Épictète enseignait « Aucun grand travail n'est créé soudainement, pas plus qu'une grappe de raisin ou une figue. Si tu me dis maintenant que tu veux une figue, je te réponds qu'il faut du temps. Laisse d'abord l'arbre fleurir, puis porter ses fruits, puis les laisser mûrir. » Tout processus significatif nécessite du temps et des étapes intermédiaires. Vouloir sauter ces étapes, vouloir avoir le résultat final sans le processus, c'est une source majeure de frustration et, paradoxalement, de procrastination. Pourquoi paradoxalement? Parce qu'on pourrait penser que vouloir les résultats rapidement nous pousserait à agir. Mais en réalité, quand nous voulons tout de suite, quand nous sommes impatients, nous nous décourageons facilement. Nous commençons, nous ne voyons pas de résultats immédiats et nous abandonnons. Ou pire, nous ne commençons même pas parce que nous savons inconsciemment que les résultats ne seront pas instantanés. Et cette perspective nous décourage d'avance. Le rituel de la division guérit cette impatience. Il te ramène au processus, au voyage, aux petits pas quotidiens. Sénèque écrivait magnifiquement à ce sujet. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En d'autres termes, c'est notre perception de la difficulté, notre vision d'ensemble écrasante qui crée la difficulté réelle, divise le problème et la difficulté se dissout. Mais comment appliquer concrètement ce rituel dans ta vie quotidienne? Voici une méthode pratique, inspirée directement de la pensée stoïcienne. Chaque fois que tu te retrouves face à une tâche que tu procrastines, pose-toi ces questions dans cet ordre. Premièrement, quelle est la toute première action physique que je dois accomplir pour avancer sur cette tâche? Pas une pensée, pas une planification, mais une action physique concrète. Par exemple, si tu dois écrire un rapport, la première action physique pourrait être ouvrir un document vide sur mon ordinateur. Deuxièmement, cette première action prend-elle moins de 2 minutes? Si oui, fais-la immédiatement, vraiment, maintenant. Pas dans 5 minutes, pas après avoir vérifié tes emails, maintenant. Les stoïciens croyaient en l'action immédiate quand l'action était clairement identifiée. Marc Aurèle se disait à lui-même « Ne perds pas ce qui reste de ta vie dans les pensées sur les autres, à moins que tu ne vises quelque chose d'utilité commune, car tu te prives de l'opportunité d'une autre action en pensant à ce qu'un tel fait, pourquoi il le fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense. » Troisièmement, une fois cette première action accomplie, quelle est la suivante et celle d'après? Crée une chaîne de petites actions, chacune si simple qu'elle ne peut pas vraiment être repoussée. C'est ce que les stoïciens appelaient la progression logique. Chaque étape découle naturellement de la précédente. Il n'y a pas de grand saut, pas de moment où tu dois trouver une motivation surhumaine. Juste une succession de pas raisonnables. Il y a une histoire qu'Épictète racontait à ses étudiants qui illustre parfaitement ce principe. Un homme devait gravir une montagne et se plaignait que c'était impossible, qu'il ne pourrait jamais atteindre le sommet. Épictète lui demanda « Peux-tu faire un pas ?» L'homme répondit que oui, bien sûr. « Peux-tu faire un autre pas après celui-là ?» Oui, encore une fois. Alors comment la montagne peut-elle être impossible? Elle n'est qu'une succession de pas et tu peux faire un pas. Le problème n'était pas la montagne, mais la façon dont l'homme la regardait. Cette approche de la division a un effet psychologique profond. Elle transforme ton rapport à l'échec et au succès. Quand ton objectif est écrire un livre, tu peux travailler pendant des mois sans sentir que tu as réussi quoi que ce soit, parce que le livre n'est pas terminé. Mais quand ton objectif est écrire pendant 30 minutes aujourd'hui, tu peux avoir un succès quotidien. Chaque jour où tu t'assieds et écris pendant 30 minutes, tu as gagné. Tu as honoré ton engagement envers toi-même. Cette accumulation de petites victoires construit quelque chose de puissant, l'identité d'une personne qui fait ce qu'elle dit qu'elle va faire. Les stoïciens étaient obsédés par l'intégrité, par l'alignement entre les paroles et les actions. Ils savaient
que nous devenons ce que nous faisons répétitivement. Si tu dis que tu es un écrivain, mais que tu n'écris jamais, tu éroderas ta confiance en toi-même. Mais si tu dis que tu es quelqu'un qui écrit 30 minutes par jour et que tu le fais effectivement, alors cette identité se renforce. Tu deviens réellement cette personne. Et une personne qui écrit 30 minutes par jour finira inévitablement par écrire un livre. C'est une question de mathématiques simples et de temps. Le rituel de la division fonctionne aussi pour les tâches que nous trouvons désagréables. Peut-être que tu dois nettoyer ta maison et que tu repousses ça depuis des semaines. La maison entière semble une tâche impossible. Mais une pièce, c'est faisable. Une partie d'une pièce, encore plus faisable. Un seul tiroir, absolument faisable. Commence par un tiroir, juste un. Vide-le, nettoie-le, remets les choses en ordre. Cela prend peut-être 10 minutes. Et quand c'est fait, tu as deux options. Arrêter là et célébrer cette petite victoire, ou continuer avec un autre tiroir parce que l'élan est là. C'est là qu'intervient un autre principe stoïcien, le pouvoir de l'élan. Marc Aurèle observait que commencer est souvent la partie la plus difficile. Une fois en mouvement, continuer devient plus facile. C'est comme pousser une lourde pierre. La mettre en mouvement demande beaucoup d'efforts, mais une fois qu'elle roule, maintenir le mouvement est relativement simple. Le rituel de la division t'aide à créer ce premier mouvement sans être écrasé par l'effort apparent. Applique ce rituel aussi à tes objectifs à long terme. Disons que tu veux changer de carrière. C'est un objectif qui peut sembler gigantesque, presque paralysant. Par où commencer? Il y a tant de choses à considérer, tant de compétences à apprendre, tant d'incertitudes. Mais divise. Quelle est la toute première information dont tu as besoin? Peut-être identifier 3 carrières qui t'intéressent. D'accord, ça c'est une tâche. Comment diviser cette tâche? Tu pourrais passer 20 minutes aujourd'hui à faire des recherches en ligne sur une carrière potentielle. Juste 20 minutes, juste une carrière. C'est faisable, n'est-ce pas? Demain, tu passes 20 autres minutes sur une deuxième carrière. Après-demain, une troisième. En 3 jours, tu as accompli cette première étape d'identification. La suivante pourrait être parler à quelqu'un qui travaille dans une de ces carrières. Comment diviser ça? D'abord, identifier une personne, puis trouver son contact, puis écrire un message court, puis l'envoyer. Chaque étape est simple, claire, non intimidante. Et pourtant, en les accomplissant une par une, tu avances vers ce grand objectif de changement de carrière. Les stoïciens comprenaient que la sagesse réside dans l'acceptation de nos limitations. Nous ne sommes pas des êtres infinis. Notre énergie, notre attention, notre volonté sont limitées. Vouloir tout faire d'un coup, c'est ignorer cette réalité. Mais diviser nos tâches, c'est travailler avec notre nature, pas contre elle. C'est reconnaître que nous sommes capables de grandes choses, mais seulement si nous les abordons avec sagesse, pas avec des attentes irréalistes. Il y a aussi un aspect profondément méditatif dans ce rituel de la division. Quand tu divises une tâche en ses composantes les plus simples, tu es forcé d'être présent, d'examiner vraiment ce qui doit être fait. Tu ne peux plus te cacher derrière le flou du « je dois travailler sur mon projet ». Tu dois spécifier qu'est-ce que ça signifie concrètement, quelle action physique cela implique-t-il. Cette précision, cette clarté, c'est une forme de méditation. C'est amener la lumière de la conscience sur ce qui était auparavant dans l'ombre. Alors, pratique ce rituel aujourd'hui. Identifie une tâche que tu procrastines, juste une. Prends un papier et écris cette tâche en haut de la page. Puis demande-toi, quelle est la première action physique nécessaire? Écris-la, puis la suivante, puis celle d'après. Continue jusqu'à ce que tu aies décomposé la tâche en au moins 10 étapes très simples. Regarde cette liste. Chaque étape individuellement est facile, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'effrayant dans ouvrir un document ou écrire le titre. Alors fais la première. Maintenant, ne réfléchis pas trop. Fais-la juste et observe ce qui se passe en toi. Observe comment l'accomplissement de cette toute petite action change quelque chose. Il y a une satisfaction, même minuscule, dans le fait de cocher cette première étape. Et cette satisfaction, les stoïciens le savaient, est le carburant pour l'étape suivante. C'est ainsi que les grands voyages sont accomplis, un pas à la fois, avec présence, avec intention, avec la compréhension que le chemin lui-même est le but. Le 4e rituel stoïcien pour annihiler la procrastination est le rituel de l'inconfort volontaire. C'est peut-être le plus contre-intuitif de tous les rituels, mais c'est aussi l'un des plus puissants. Les stoïciens croyaient fermement que nous devons nous entraîner à l'inconfort, non pas par masochisme, mais pour développer notre résilience mentale et notre capacité à agir malgré la résistance. Ils comprenaient quelque chose que notre société moderne a largement oublié.
L'évitement de l'inconfort est précisément ce qui nous rend faibles et enclins à la procrastination. Pense à ta procrastination pour un moment. Qu'est-ce qui te retient vraiment? Dans la plupart des cas, si tu es profondément honnête avec toi-même, ce n'est pas un manque de temps ou de compétences, c'est l'anticipation d'un inconfort. L'inconfort de ne pas savoir exactement quoi faire, l'inconfort de faire quelque chose d'imparfait, l'inconfort de l'effort mental soutenu, l'inconfort de l'incertitude sur le résultat, l'inconfort de sortir de ta zone de confort. Et face à cet inconfort anticipé, ton cerveau choisit l'option apparemment plus sûre, remettre à plus tard. Mais voici le paradoxe que les stoïciens ont identifié il y a 2000 ans. En évitant l'inconfort à court terme, nous créons un inconfort bien plus grand à long terme. Chaque fois que tu repousses une tâche importante, tu ne fais pas disparaître l'inconfort, tu l'accumules. Tu ajoutes la culpabilité, l'anxiété, le stress de savoir que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Tu ajoutes les conséquences de l'inaction, les opportunités manquées, les relations endommagées, les objectifs qui s'éloignent. Au final, l'évitement de l'inconfort crée plus d'inconfort que l'inconfort lui-même. Marc Aurèle pratiquait régulièrement ce qu'il appelait le renforcement par la privation. Malgré sa position d'empereur, l'homme le plus riche et puissant de son époque, il choisissait périodiquement de dormir sur le sol, de manger des aliments simples, de se passer de luxe. Pourquoi? Pour se rappeler que le confort n'est pas nécessaire au bonheur, pour entraîner son esprit à être serein même dans l'inconfort, pour se préparer aux inévitables difficultés de la vie. Il écrivait « C'est dans la nature de l'âme rationnelle de supporter la douleur, la soif, la faim et tout autre inconfort naturel. C'est folie de se laisser troubler par ces choses. » Sénèque allait encore plus loin. Il recommandait de pratiquer régulièrement la pauvreté, de vivre pendant quelques jours comme si tu avais perdu tout ce que tu possèdes. Non pas pour déprimer, mais pour te libérer de la peur de la perte. Il écrivait à son ami Lucilius « Réserve un certain nombre de jours pendant lesquels tu te contenteras de la nourriture la plus simple, des vêtements 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 la plus simple, des vêtements
Cette pratique avait un but précis, démystifier l'inconfort, enlever son pouvoir sur nous. Comment appliquer ce rituel aujourd'hui pour vaincre ta procrastination? De plusieurs manières, progressives et adaptables. Commence petit. Le rituel de l'inconfort volontaire n'est pas de te torturer, mais de t'entraîner graduellement à être moins dépendant du confort, moins effrayé par l'inconfort. Voici des pratiques concrètes, inspirées directement des stoïciens. Premièrement, chaque jour, fais une chose inconfortable avant midi. Une seule chose, mais fais-la délibérément. Cela peut être aussi simple que prendre une douche froide pendant 30 secondes. Pourquoi? Parce que personne ne veut prendre une douche froide. C'est désagréable. Ton esprit va inventer 1000 raisons pour ne pas le faire. Et c'est précisément le point. En le faisant quand même, tu entraînes ta volonté. Tu prouves à ton cerveau que tu peux faire des choses inconfortables. Tu crées un momentum de victoire sur la résistance qui va se propager dans le reste de ta journée. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de ce qu'on appellerait aujourd'hui les micro-victoires. Épictète enseignait que nous devons commencer par nous vaincre dans les petites choses pour pouvoir nous vaincre dans les grandes. Tu ne peux pas espérer affronter une tâche professionnelle intimidante si tu n'arrives même pas à affronter le léger inconfort d'une douche froide. Mais quand tu prends cette douche froide, quand tu fais cette chose inconfortable, tu déposes une pièce dans la banque de ta volonté, et ces pièces s'accumulent. D'autres exemples de petits inconforts volontaires. Avoir une conversation difficile que tu repousses. Juste 5 minutes, mais fais-le aujourd'hui. Travailler sur la tâche la plus rébarbative de ta liste en premier avant de faire quoi que ce soit d'agréable. Méditer pendant 10 minutes en restant parfaitement immobile même si ton corps veut bouger. Faire 10 pompes même si tu détestes l'exercice. L'important n'est pas l'activité spécifique, mais l'intention. Faire quelque chose que tu ne veux pas faire, précisément parce que tu ne veux pas le faire. Cela semble simple, presque trop simple, mais l'effet cumulatif est profond. Jour après jour, tu recables littéralement ton cerveau. Tu affaiblis la connexion entre « je ne veux pas faire ça » et donc « je ne le fais pas ». Tu renforces la connexion entre « c'est important » et donc « je le fais malgré ma résistance ». Cette transformation ne se fait pas en un jour, mais elle se fait. Les neurosciences modernes confirment ce que les stoïciens enseignaient. Nos cerveaux sont plastiques, modelables par nos actions répétées. Deuxièmement, pratique ce que Sénèque appelait la préméditation de l'adversité d'une manière très spécifique. Chaque semaine, identifie un inconfort que tu crains dans ta vie professionnelle ou personnelle. Peut-être la peur du rejet, la peur de paraître stupide, la peur de l'échec. Puis, délibérément, expose-toi à une version bénigne de cette peur. Si tu as peur du rejet, demande à un inconnu quelque chose d'étrange qui va presque certainement mener à un refus. Si tu as peur de paraître stupide, pose volontairement une question stupide dans un contexte professionnel. Pourquoi faire cela? Pour la même raison que les soldats s'entraînent en conditions réelles, pour que quand la situation arrive vraiment, elle ne te paralyse pas. Chaque fois que tu t'exposes à ce que tu crains et que tu survives, tu réduis le pouvoir de cette peur. Les stoïciens n'étaient pas des gens sans peur, ils étaient des gens qui avaient appris à agir malgré la peur. Marc Aurèle allait à la guerre malgré sa nature philosophique et pacifique. Épictète enseignait malgré son statut précaire d'ancien esclave dans une société qui pouvait le réduire au silence à tout moment. Sénèque conseillait l'empereur Néron, sachant qu'un mot de travers pouvait signifier sa mort. Troisièmement, crée ce que tu pourrais appeler un jeûne de confort. Une fois par mois, passe une journée entière sans tes conforts habituels. Pas de smartphone, pas de réseaux sociaux, pas de divertissement passif, pas de café si tu en es dépendant. Juste toi, tes pensées, et peut-être un livre. Cette pratique stoïcienne a plusieurs objectifs. Elle te montre que tu peux survivre sans ces béquilles. Elle te révèle à quel point tu utilises le confort pour éviter l'inconfort intérieur. Elle te ramène à l'essentiel. La plupart d'entre nous ne réalisons pas à quel point nous sommes devenus dépendants du confort constant. Dès qu'il y a un moment d'ennui, hop, nous sortons notre téléphone. Dès qu'une tâche devient difficile, hop, nous allons sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a un inconfort émotionnel, hop, nous le noyons dans le divertissement ou la nourriture. Cette recherche constante de confort, cette incapacité à rester avec l'inconfort même quelques minutes, c'est le terreau fertile de la procrastination, parce que toute tâche importante implique de l'inconfort. Créer quelque chose de significatif est inconfortable. Apprendre quelque chose de nouveau est inconfortable. Avoir une conversation difficile est inconfortable. Faire de l'exercice physique est inconfortable. Si tu as développé un réflexe automatique de fuir tout inconfort, alors tu vas fuir toutes ces tâches importantes.
Mais si tu as entraîné ta capacité à rester présent dans l'inconfort, à le tolérer, voire à l'accueillir, alors ces tâches importantes deviennent possibles. Les stoïciens avaient une phrase magnifique pour cela. L'obstacle est le chemin. Cette idée, popularisée par Marc Aurèle, signifie que ce qui nous résiste, ce qui est difficile, ce qui est inconfortable, c'est précisément là que se trouve la croissance. Si tu choisis toujours la voie facile, tu restes stagnant. Mais si tu choisis délibérément la voie inconfortable, tu évolues. Tu deviens plus fort, plus capable, plus confiant. Chaque inconfort que tu traverses volontairement est un entraînement pour les inconforts involontaires de la vie. Il y a aussi un aspect philosophique plus profond à ce rituel. Les stoïciens croyaient que le bonheur ne vient pas du confort, mais de la vertu. Qu'est-ce que la vertu dans ce contexte? C'est faire ce qui est juste, ce qui est important, ce qui est aligné avec tes valeurs, peu importe le confort ou l'inconfort que cela implique. Une personne vertueuse n'est pas quelqu'un qui ne ressent jamais d'inconfort. C'est quelqu'un qui fait ce qui doit être fait malgré l'inconfort. Pense aux personnes que tu admires vraiment. Sont-ce des personnes qui ont toujours choisi le confort? Presque certainement pas. Ce sont des personnes qui ont fait des choses difficiles, qui ont persévéré à travers l'inconfort, qui ont choisi l'important sur l'agréable. Et tu peux devenir cette personne, pas en un jour, pas en essayant d'être parfait, mais en t'entraînant graduellement, rituellement, à embrasser l'inconfort. Commence dès ce soir si tu le veux. Avant de dormir, décide d'une chose inconfortable que tu feras demain, quelque chose de petit mais réel. Puis demain, fais-le en premier, pas après avoir vérifié tes messages, pas après t'être senti prêt en premier. Et observe ce qui se passe. Observe la résistance quand elle arrive. Ne lutte pas contre elle, ne la juge pas. Reconnais-la simplement, voilà la résistance, voilà l'envie de repousser, intéressant. Puis agis quand même. Cette observation bienveillante mais ferme de ta résistance est clé. Les stoïciens n'essayaient pas de supprimer leurs émotions ou leurs impulsions. Ils les observaient avec le détachement d'un scientifique. « Ah, mon esprit me dit que c'est trop difficile. Ah, mon corps veut éviter cet effort. Fascinant. » Et puis, après cette observation, ils choisissaient consciemment leur action, non pas basée sur l'impulsion, mais basée sur leurs principes. C'est cela, la liberté véritable selon les stoïciens. Pas de faire tout ce qui te plaît, mais de choisir consciemment tes actions basées sur la raison et la vertu, même quand chaque fibre de ton être veut choisir autre chose. Et cette liberté se construit, fibre par fibre, choix par choix, inconfort volontaire par inconfort volontaire, jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un qui ne fuit plus, quelqu'un qui affronte, quelqu'un qui agit. Alors fais de l'inconfort ton ami, non pas pour souffrir, mais pour grandir, non pas pour être dur avec toi-même, mais pour être libre. Libre de la tyrannie de tes impulsions, libre de la prison de ton confort, libre de procrastiner ta vie. Les stoïciens ne promettaient pas une vie facile, ils promettaient une vie digne, une vie vécue pleinement, une vie sans regret. Et cela commence par accepter, même par chercher, l'inconfort qui accompagne toute action significative. Le 5e rituel stoïcien pour pulvériser la procrastination est le rituel du rappel à la mort. Avant que tu ne penses que cela sonne morbide ou déprimant, comprends que pour les stoïciens, se rappeler la mort était l'acte le plus vivifiant possible. C'était leur façon de rester présent, de maintenir la perspective, de ne jamais oublier l'urgence sous-jacente de l'existence. Ils appelaient cette pratique « memento mori ». Souviens-toi que tu vas mourir. Et loin d'être déprimante, cette pratique était profondément libératrice. Marc Aurèle commençait presque chaque journée en méditant sur le fait qu'il pourrait mourir ce jour-là. Il imaginait sa propre mort, non pas avec terreur, mais avec acceptation. Il écrivait « Tu pourrais quitter cette vie à tout moment. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis et penses. » Cette conscience constante de la mortalité n'était pas pour le rendre triste ou paralysé par la peur, c'était pour le garder concentré sur ce qui comptait vraiment, pour l'empêcher de gaspiller son temps précieux en futilité, pour l'inspirer à agir maintenant plutôt que demain. La procrastination repose sur une illusion fondamentale, l'illusion que nous avons du temps. Nous repoussons nos rêves, nos conversations importantes, nos projets significatifs, parce que nous croyons, au fond, que nous aurons toujours demain. Nous vivons comme si nous étions immortels, comme si le temps était une ressource infinie. Mais c'est un mensonge confortable que nous nous racontons pour éviter l'inconfort d'agir maintenant. La vérité brutale que les stoïciens embrassaient est celle-ci. Tu vas mourir, peut-être dans 50 ans, peut-être demain, peut-être en lisant ces lignes. L'incertitude est totale. La seule certitude est que cela arrivera. Et quand cela arrivera, tout ce temps que tu pensais avoir, toutes ces chances que tu pensais pouvoir saisir plus tard,
tout cela disparaîtra. Il ne restera que ce que tu as fait, ce que tu as créé, ce que tu as vécu. Épictète était encore plus direct. Il disait à ses étudiants de se rappeler chaque soir que les personnes qu'ils aimaient pourraient ne pas être là le matin, non pas pour créer de l'anxiété, mais pour les inspirer à aimer pleinement maintenant, à ne pas reporter les mots d'amour, à ne pas garder de rancœur futile. Il disait « Quand tu embrasses ton enfant ou ton partenaire, rappelle-toi que tu embrasses un mortel. Ainsi, si la mort vient, tu ne seras pas écrasé par le chagrin. » Comment cette pratique s'applique-t-elle à la procrastination ? De manière profonde et immédiate. Quand tu te rappelles vraiment, viscéralement, que tu vas mourir et que ce moment pourrait être proche, tes priorités se clarifient instantanément. Toutes ces petites choses qui semblaient si importantes, les opinions des autres, ta peur de l'imperfection, ton désir de confort, tout cela se révèle pour ce que c'est, insignifiant face à la mortalité. Fais cet exercice maintenant. Ferme les yeux un instant si tu peux. Imagine que tu es sur ton lit de mort. C'est ta dernière journée, tes dernières heures. Tu regardes en arrière sur ta vie. Qu'est-ce que tu vois? As-tu fait les choses qui comptaient vraiment pour toi? As-tu dit les mots qui devaient être dits? As-tu vécu ta vie ou l'as-tu simplement traversée en attendant le bon moment qui n'est jamais venu? Quels sont tes regrets? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire différemment? Cet exercice, pratiqué régulièrement, a le pouvoir de transformer radicalement tes actions quotidiennes. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. La vie est assez longue pour celui qui l'utilise correctement. » En d'autres termes, le problème n'est pas le manque de temps. Le problème est que nous traitons le temps comme s'il était illimité, et donc nous le gaspillons. Le rituel du rappel à la mort est pratique et simple. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends 5 minutes. Assieds-toi tranquillement, respire, et répète-toi, silencieusement ou à voix haute, « Je vais mourir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas cette année, mais certainement. Ma vie est limitée. Ce jour qui commence est un des jours comptés de mon existence. Comment vais-je le dépenser? Qu'est-ce qui mérite vraiment mon temps aujourd'hui? » Cette pratique doit être accompagnée d'une visualisation. Visualise-toi en train de mourir paisiblement, ayant vécu pleinement. À quoi ressemble cette vie pleinement vécue? Quelles actions as-tu accomplies? Quels risques as-tu pris? Quelle peur as-tu surmontée? Puis demande-toi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, pour me rapprocher de cette vie pleinement vécue? Les stoïciens ne craignaient pas la mort pour plusieurs raisons. Premièrement, ils la voyaient comme naturelle, inévitable, faisant simplement partie du cycle de l'existence. Marc Aurèle observait que la mort n'était pas plus étrange que la naissance, pas plus triste que la germination d'une graine. C'était simplement un changement de forme. Deuxièmement, il croyait que nous ne pouvons perdre que ce que nous possédons, et que nous ne possédons vraiment que le moment présent. Le passé est déjà parti, le futur n'existe pas encore. Donc, à tout moment, la seule chose que nous pourrions perdre en mourant est le moment présent. Et si nous vivons pleinement ce moment présent, alors nous n'avons rien perdu. Cette philosophie a des implications profondes pour la procrastination. Si la seule chose que tu possèdes vraiment est ce moment maintenant, alors le reporter n'a aucun sens. Tu ne peux pas agir dans le futur, tu ne peux agir que maintenant. Le futur n'est qu'une série de moments présents qui n'ont pas encore eu lieu. Et quand ils auront lieu, ils seront aussi des moments présents. Donc si tu ne peux pas agir maintenant dans ce moment présent, tu ne pourras jamais agir. C'est un point crucial. La procrastination est fondamentalement une confusion temporelle. C'est croire que tu seras différent dans le futur, que tu auras plus de motivation, plus de courage, plus de clarté. Mais le toi du futur sera le même toi que maintenant, avec les mêmes peurs, les mêmes résistances, les mêmes tentations de repousser encore. La seule différence est que tu auras perdu le temps qui t'a amené là. Les stoïciens avaient une expression pour cela. Nous sommes toujours en train de nous préparer à vivre, mais nous ne vivons jamais. Sénèque déplorait ces gens qui passent leur vie à planifier, à attendre les bonnes conditions, à se préparer pour un jour qui ne vient jamais. Pendant ce temps, la vie passe, les jours deviennent des semaines, les semaines des mois, les mois des années, et soudain tu réalises que tu es vieux, que ton temps est presque écoulé et que tu n'as jamais vraiment vécu. Le rappel à la mort est un antidote à cette tragédie, c'est un coup de poing dans ta complaisance, c'est un réveil brutal mais nécessaire. Tu n'as pas tout le temps, tu n'es pas garanti de demain. Ce moment, maintenant, pourrait être un des derniers moments où tu as l'opportunité d'agir, de créer, d'aimer, de vivre. Alors qu'est-ce que tu vas en faire?
Cette urgence, quand elle est profondément ressentie, dissout la procrastination. Elle ne la rend pas facile, elle ne supprime pas la résistance, mais elle te donne quelque chose de plus fort, une raison impérative d'agir malgré la résistance. Quand tu sais vraiment que ton temps est limité, les excuses perdent leur pouvoir. Je ne me sens pas inspiré. Et alors, tu n'auras peut-être jamais l'occasion d'être inspiré si tu ne commences pas maintenant. J'ai peur que ce ne soit pas parfait. Et alors ? Un travail imparfait fait est infiniment mieux qu'un travail parfait qui ne sera jamais fait parce que tu n'avais pas le temps. Pratique aussi le rappel à la mort le soir. Avant de dormir, réfléchis. Si c'était ta dernière nuit, si tu ne devais pas te réveiller demain, comment te sentirais-tu par rapport à la journée que tu viens de vivre? As-tu fait quelque chose de significatif? As-tu été la personne que tu voulais être? As-tu aimé pleinement? As-tu agi avec courage? Si la réponse est non, ne te juge pas cruellement. Prends simplement note et engage-toi à faire mieux demain, si demain t'est donné. Marc Aurèle avait une pratique puissante. Chaque soir, il imaginait qu'il allait mourir pendant la nuit. Il disait adieu mentalement à tout ce qu'il aimait. Puis, chaque matin, quand il se réveillait, c'était comme une renaissance, une seconde chance. Cette journée n'était plus prise pour acquise. C'était un cadeau inattendu, une opportunité miraculeuse de vivre encore un peu plus. Imagine commencer chaque journée avec cet état d'esprit. Imagine te réveiller et réaliser « Je suis encore en vie, j'ai encore du temps. Qu'est-ce que je vais faire de ce cadeau extraordinaire ?» Cette perspective transforme tout. Le travail que tu redoutes devient une opportunité de contribuer. La conversation difficile que tu évites devient une chance de clarifier, de guérir, de connecter. Le projet que tu repousses devient une expression de ton existence unique, de ce que toi seul peux créer. Les stoïciens ne vivaient pas dans la peur constante de la mort. Ils vivaient avec la conscience constante de la mort, ce qui est très différent. Cette conscience ne les rendait pas tristes ou désespérés. Elle les rendait vivants, présents, engagés. Elle leur donnait ce que Nietzsche appellerait plus tard l'amor fati, l'amour du destin. Ils aimaient leur vie précisément parce qu'ils savaient qu'elle était temporaire, fragile, précieuse. Il y a une beauté profonde dans l'éphémère. Une fleur est belle en partie parce qu'elle va faner. Un coucher de soleil est magnifique parce qu'il ne dure que quelques minutes. Ta vie est précieuse précisément parce qu'elle est limitée. Si tu étais immortel, si tu avais l'éternité devant toi, chaque moment perdrait de sa valeur. Tu pourrais toujours le faire demain, mais tu n'es pas immortel. Tu es magnifiquement, tragiquement mortel. Et c'est cette mortalité qui donne du sens à chaque choix que tu fais. Alors intègre ce rituel du rappel à la mort dans ta vie, pas pour devenir morbide, mais pour devenir vivant, pas pour avoir peur, mais pour avoir du courage, pas pour être triste, mais pour être urgent. Rappelle-toi chaque jour que tu vas mourir et laisse cette conscience te guider vers l'action, vers l'amour, vers une vie sans regret, parce qu'au final, nous allons tous mourir. La seule question est, auras-tu vraiment vécu ? Le 6e rituel stoïcien pour éradiquer la procrastination est le rituel de l'action minimale. Les stoïciens, malgré leur réputation d'austérité, étaient profondément pragmatiques. Ils comprenaient la nature humaine avec toutes ses faiblesses. Ils savaient que nous ne pouvons pas être parfaits, que nous ne pouvons pas être toujours motivés, que nous ne pouvons pas toujours accomplir de grandes choses. Mais ils savaient aussi que nous pouvons toujours faire quelque chose, même quelque chose de minuscule. Et c'est là que réside le pouvoir du rituel de l'action minimale. Marc Aurèle écrivait « Si tu ne peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses d'une grande manière ». Mais il allait encore plus loin. Il reconnaissait qu'il y aurait des jours où même les petites choses sembleraient impossibles. Des jours de fatigue, de découragement, de doute profond. Et pour ces jours-là, il avait une philosophie simple. Fais le strict minimum. Fais la toute plus petite action qui maintient ton engagement envers toi-même. Parce que cette action minimale, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, a un pouvoir immense. Comprends bien ceci. Le problème avec la procrastination n'est presque jamais le manque de capacité à faire la tâche. C'est le manque de capacité à commencer la tâche. Une fois que tu as commencé, une fois que l'élan est là, continuer est relativement facile. Mais ce premier pas, ce passage de l'immobilité au mouvement, c'est là que nous sommes coincés. Nous regardons la tâche dans son ensemble et nous sommes paralysés par son ampleur. Nous nous disons qu'il faut plusieurs heures de travail concentré, et comme nous n'avons pas plusieurs heures, ou comme nous ne nous sentons pas capables de plusieurs heures, nous ne commençons même pas. Le rituel de l'action minimale pulvérise cette logique. Il dit « oublie plusieurs heures, oublie même 1 heure, oublie la tâche complète ». Quelle est la plus petite action possible liée à cette tâche ? Quelle est l'action qui prend moins de 2 minutes et qui est si ridiculement simple que tu ne peux pas vraiment échouer à la faire ? C'est ça, ton action minimale.
Et c'est tout ce que tu dois faire aujourd'hui. Prenons des exemples concrets. Tu procrastines sur l'écriture d'un rapport. L'action minimale n'est pas travailler sur le rapport, c'est ouvrir le document. C'est tout. Ouvre-le. Même si tu ne fais rien d'autre, même si tu le regardes pendant 30 secondes et le refermes, tu as accompli ton action minimale. Tu procrastines sur l'exercice physique. L'action minimale n'est pas aller au gym, c'est mettre tes chaussures de sport. C'est tout. Mets-les. Tu n'as même pas besoin de sortir de chez toi. Juste mets les chaussures. Tu procrastines sur le nettoyage de ta maison. L'action minimale n'est pas nettoyer la maison, c'est ramasser un objet et le ranger à sa place. Un seul objet. Tu procrastines sur un appel téléphonique difficile, l'action minimale n'est pas avoir la conversation complète, c'est composer le numéro. Tu n'as même pas besoin de laisser sonner. Juste compose le numéro et tu peux raccrocher si tu veux. C'est absurde, non? C'est presque ridicule. Et c'est précisément pour ça que ça marche. Les stoïciens comprenaient quelque chose de fondamental sur la psychologie humaine. Nous sommes des créatures d'élan. Une fois en mouvement, nous tendons à rester en mouvement. Une fois immobiles, nous tendons à rester immobiles. C'est ce que les physiciens appellent l'inertie, et cela s'applique aussi bien aux humains qu'aux objets physiques. Le rituel de l'action minimale crée cet élan initial. Il te met en mouvement, et une fois en mouvement, quelque chose de magique se produit. Voici ce qui arrive dans la plupart des cas. Tu te dis que tu vas juste ouvrir le document, juste pour accomplir ton action minimale. Tu l'ouvres. Et maintenant qu'il est ouvert, tu penses « Bon, je suis déjà là. Je pourrais peut-être écrire juste une phrase. » Tu écris une phrase. Cette phrase mène naturellement à une autre. Tu écris une deuxième phrase. Avant que tu ne le saches, tu as écrit un paragraphe, peut-être plus. Peut-être que tu travailles pendant 20 minutes, peut-être même plus longtemps. Tout ça parce que tu as fait l'action minimale qui a créé l'élan. Mais voici l'aspect crucial. Même si ça ne se passe pas comme ça, même si tu ouvres le document et que tu n'écris rien d'autre, tu as quand même gagné. Pourquoi? Pour deux raisons profondes. Premièrement, tu as maintenu ton engagement envers toi-même. Tu as dit que tu allais faire quelque chose et tu l'as fait. Même si c'était minuscule, tu as honoré ta parole. Cela construit quelque chose d'inestimable, l'intégrité personnelle, la confiance en toi-même. Chaque fois que tu fais ce que tu dis que tu vas faire, même dans les petites choses, tu deviens un peu plus quelqu'un sur qui tu peux compter. Deuxièmement, tu as brisé le cycle de l'évitement complet. Au lieu de passer toute la journée à ne pas penser à cette tâche, ou pire, à y penser constamment sans la faire, tu as eu un moment de contact avec elle. Tu as réduit l'anxiété qui vient de l'évitement. Demain, quand tu devras la refaire, ce sera un tout petit peu plus facile parce que tu as déjà eu ce contact aujourd'hui. L'étrangeté, l'intimidation, la résistance diminuent légèrement avec chaque contact, même minimal. Épictète enseignait à ses étudiants que la discipline, la vraie discipline, ne consiste pas à faire de grandes choses occasionnellement. Elle consiste à faire de petites choses constamment. Il disait « Si tu veux améliorer, contente-toi de ces pensées. Si tu ne fais pas une chose aujourd'hui, ne compte pas la faire demain. Fais-la maintenant, même de manière imparfaite. » L'action minimale incarne parfaitement cette sagesse. Elle rend l'action si simple, si accessible, que tu n'as aucune excuse pour ne pas la faire aujourd'hui. Comment intégrer concrètement ce rituel dans ta vie? Voici une méthode pratique. Chaque soir, pendant ton examen stoïcien de la journée, identifie la tâche la plus importante pour demain, celle que tu es le plus susceptible de procrastiner. Puis, et c'est crucial, définis quelle sera ton action minimale pour cette tâche. Écris-la, sois ridiculement spécifique et ridiculement modeste. Pas travailler sur le projet, mais ouvrir le fichier du projet pendant 10 secondes. Pas commencer à faire de l'exercice, mais faire 3 respirations profondes en position de planche. Puis, le lendemain, fais cette action minimale dès que possible, idéalement en tout début de journée, avant que ton esprit n'ait le temps de construire de la résistance. Avant que ta motivation ne fluctue, fais juste cette toute petite chose. Et voici l'engagement que tu prends avec toi-même. Tu es autorisé à t'arrêter après cette action minimale. Tu n'as pas à faire plus. Si tu veux continuer, magnifique. Mais si tu ne veux pas, c'est acceptable. Tu as fait ce que tu t'es engagé à faire. Cette permission de s'arrêter est psychologiquement puissante. Elle enlève la pression. Tu n'es pas en train de te lancer dans une session de travail marathon. Tu fais juste cette toute petite chose. Cette absence de pression rend le début tellement plus facile.
Et paradoxalement, une fois que tu as commencé et que tu sais que tu peux arrêter à tout moment, tu es beaucoup plus susceptible de continuer. La résistance vient de l'engagement perçu à faire beaucoup. Quand cet engagement est enlevé, la résistance diminue drastiquement. Il y a une autre dimension à ce rituel que les stoïciens comprenaient profondément, l'identité. Sénèque écrivait « Nous ne devenons pas courageux en pensant au courage, mais en agissant courageusement dans les petites choses. » Chaque action minimale que tu accomplis, aussi insignifiante qu'elle paraisse, renforce ton identité de quelqu'un qui agit. Tu n'es pas quelqu'un qui procrastine, tu es quelqu'un qui fait au moins un peu chaque jour. Et cette identité, construite action minimale par action minimale, finit par transformer complètement ta relation à l'action. Pense-y comme à construire un muscle. Tu ne vas pas au gym une fois et soulèves 500 kilos. Tu commences avec des poids légers, peut-être même juste le poids de ton corps. Tu fais quelques répétitions, puis tu y retournes le lendemain, puis le jour d'après. Et graduellement, sur des semaines et des mois, le muscle se construit. Ta capacité d'action fonctionne exactement de la même manière. Chaque action minimale est comme une répétition. Individuellement, elle semble ne rien changer, mais cumulativement, sur le temps, elle construit un muscle d'action formidable. Les stoïciens étaient aussi conscients d'un autre piège, l'auto-jugement. Nous avons tendance à nous juger sévèrement quand nous ne faisons que peu. Ce n'est que 5 minutes de travail, c'est pathétique. Je devrais faire tellement plus. Ce jugement est toxique, il démotive, il crée de la honte, et la honte nous fait éviter encore plus. Marc Aurèle se rappelait constamment de ne pas se juger pour ses limites humaines. Il écrivait « Ne sois pas honteux d'accepter l'aide. Tu as un devoir à accomplir comme un soldat au siège d'une ville. Que faire si tu es boiteux et ne peux pas monter au rempart seul, mais peux le faire avec l'aide d'un autre ? Applique cette compassion à toi-même. Certains jours, ton action minimale sera vraiment tout ce que tu peux faire, et c'est parfaitement acceptable. Tu es humain, tu as des limites, tu as des jours difficiles. Au lieu de te flageller pour ne faire que le minimum, célèbre le fait que tu as fait quelque chose. Célèbre le fait que tu n'as pas laissé la procrastination gagner complètement. Célèbre le fait que tu as honoré ton engagement envers toi-même, même de manière minime. Il y a aussi une sagesse plus profonde ici. En définissant une action minimale si petite qu'elle est presque risible, tu te protèges contre l'excuse la plus commune. Je n'ai pas assez de temps. 2 minutes pour ouvrir un document? Tu as 2 minutes. 10 secondes pour mettre tes chaussures de sport? Tu as 10 secondes. Cette excuse disparaît. Et quand cette excuse disparaît, tu es face à face avec la vraie raison de ta procrastination, qui n'est presque jamais le manque de temps. C'est la peur, c'est la résistance émotionnelle, c'est l'évitement d'un inconfort psychologique. Et ça, au moins, c'est quelque chose que tu peux travailler. Pratique ce rituel dès aujourd'hui. Identifie une tâche que tu procrastines. Juste une. Puis demande-toi, quelle est l'action la plus ridiculement petite que je pourrais faire qui serait liée à cette tâche? Une action qui prend moins de 2 minutes, qui est si simple qu'un enfant pourrait la faire. Écris cette action, puis fais-la. Maintenant. Pas plus tard, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. 2 minutes de ta vie, fais-le et observe ce qui se passe. Peut-être que tu continueras au-delà de l'action minimale, peut-être que non, peu importe. Ce qui importe, c'est que tu as agi. Tu as brisé le cycle de l'inaction. Tu as planté une petite graine qui, avec le temps et la répétition, deviendra un arbre puissant. Les stoïciens savaient que les grands changements ne viennent pas de moments héroïques occasionnels. Ils viennent de petites actions répétées quotidiennement avec constance. C'est ça, le vrai pouvoir. Et c'est à ta portée, maintenant, à travers cette simple action minimale. Le 7e rituel stoïcien pour annihiler la procrastination est le rituel de la gratitude préemptive. C'est peut-être le rituel le plus subtil, mais il est d'une puissance transformatrice remarquable. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler une forme inversée de gratitude. Ils ne se contentaient pas de remercier pour ce qu'ils avaient déjà reçu. Ils se remerciaient eux-mêmes, à l'avance, pour les actions qu'ils allaient accomplir. Ils ressentaient de la gratitude pour leur futur soi qui aurait fait le travail difficile, qui aurait surmonté la résistance, qui aurait agi malgré la peur. Cette pratique peut sembler étrange au premier abord. Comment peux-tu être reconnaissant pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Mais les stoïciens comprenaient quelque chose de profond sur la psychologie de l'action. Nous sommes motivés par les émotions positives autant que par la discipline. Si tu abordes une tâche avec appréhension, avec ressentiment, avec l'énergie de « je dois faire ça », alors chaque fibre de ton être va résister. Mais si tu peux aborder la même tâche avec une énergie positive, avec anticipation, avec gratitude, alors la résistance diminue considérablement.
Marc Aurèle pratiquait une forme de cela chaque matin. Avant d'affronter les défis immenses de son règne, il prenait un moment pour imaginer la version de lui-même qui, en fin de journée, aurait accompli ses devoirs avec intégrité. Il ressentait une connexion émotionnelle avec ce futur Marc Aurèle, un respect, presque de l'affection, et cela le motivait à devenir cette version de lui-même. Il ne voulait pas décevoir ce futur soi qu'il avait déjà imaginé avec fierté et gratitude. Comment pratiquer concrètement ce rituel? Voici une méthode puissante. Chaque matin, après avoir identifié ta tâche la plus importante pour la journée, celle que tu es tenté de procrastiner, ferme les yeux un instant. Imagine-toi en fin de journée, dans ton lit, sur le point de t'endormir. Dans cette visualisation, tu as accompli la tâche. Tu l'as faite. Peut-être pas parfaitement, peut-être avec difficulté, mais tu l'as faite. Maintenant, sens comment tu te sens dans cette visualisation. Sens le soulagement, la satisfaction, la fierté tranquille d'avoir honoré ton engagement envers toi-même. Puis, et c'est crucial, ressens de la gratitude pour toi-même, pour ce futur toi qui a fait le travail. Parle-toi mentalement. Merci. Merci d'avoir été plus fort que la résistance aujourd'hui. Merci d'avoir agi malgré la peur. Merci de ne pas m'avoir laissé tomber. Sens vraiment cette gratitude. Laisse-la remplir ta poitrine, laisse-la te réchauffer. Cette émotion positive va créer une connexion entre ton soi présent et ton futur soi. Elle va rendre ce futur désirable, attractif. Les neurosciences modernes confirment ce que les stoïciens savaient intuitivement. Notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une expérience vécue et une expérience vivement imaginée. Quand tu visualises avec détail et émotion cette version de toi qui a accompli la tâche, ton cerveau commence à créer les voies neuronales comme si tu l'avais déjà fait. Tu te prépares littéralement au niveau neurologique à devenir cette personne. Épictète enseignait quelque chose de similaire. Il disait à ses étudiants de visualiser la version d'eux-mêmes qu'ils voulaient devenir, puis de demander qu'est-ce que cette personne ferait dans cette situation. Cette identification avec le soi idéal crée un guide interne pour l'action. Quand tu ressens de la gratitude préemptive pour ton futur soi qui a agi, tu crées un pont émotionnel vers ce soi idéal. Tu ne veux pas briser cette image. Tu ne veux pas décevoir ce futur toi que tu as déjà remercié. Il y a aussi une dimension plus profonde à ce rituel. La gratitude préemptive est une forme de confiance en soi, pas la confiance arrogante qui dit « je suis déjà parfait », mais la confiance humble qui dit « je sais que je peux faire des choses difficiles, je l'ai fait avant, je peux le refaire ». Chaque fois que tu te remercies à l'avance pour une action que tu vas accomplir, tu affirmes ta capacité. Tu te rappelles que tu n'es pas impuissant face à la procrastination. Tu as le pouvoir de choisir et tu choisis d'agir. Sénèque écrivait beaucoup sur la préparation mentale. Il croyait que nous devions préparer notre esprit pour les défis comme un athlète prépare son corps pour la compétition. La gratitude préemptive est une forme de cette préparation. Tu prépares ton esprit à suivre le chemin de l'action en rendant ce chemin émotionnellement attractif. Au lieu que ton esprit anticipe seulement l'inconfort de la tâche, il anticipe aussi la satisfaction de l'accomplissement. Cette double anticipation change l'équation motivationnelle. Pratique aussi la gratitude préemptive en fin de journée, mais d'une manière légèrement différente. Pendant ton examen stoïcien nocturne, au lieu de seulement analyser ce que tu as fait ou pas fait, prends un moment pour remercier ton soi du lendemain à l'avance. Demain, je sais que je vais me réveiller et faire cette action minimale que j'ai définie. Et je me remercie déjà pour ça. Je suis reconnaissant envers moi-même pour ne pas abandonner, pour continuer à essayer jour après jour. Ce rituel crée une spirale positive. Quand tu te remercies à l'avance et que tu accomplis ensuite l'action, la gratitude que tu ressens après coup est amplifiée. Tu as non seulement fait la chose, mais tu as honoré la vision que tu avais de toi-même. Cette cohérence entre intention et action est profondément satisfaisante pour la psyché humaine, et cette satisfaction alimente la motivation pour le lendemain, où tu recommences le cycle. Mais que se passe-t-il si tu ne fais pas l'action? Si tu te remercies à l'avance et que tu procrastines quand même? C'est une question importante. Les stoïciens diraient « ne te condamne pas, mais sois honnête ». Tu as créé une dissonance entre la vision de toi-même et ta réalité. Cette dissonance est inconfortable et c'est précisément cet inconfort qui peut te motiver à changer. Mais l'approche n'est pas la culpabilité toxique, c'est une observation claire. J'ai dit que j'allais faire ça, je me suis remercié à l'avance. Et pourtant, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre sur moi-même?
Peut-être que la tâche était encore trop grande et que tu dois la diviser davantage. Peut-être que tu as besoin d'adresser une peur sous-jacente. Peut-être que tu as besoin de plus de soutien. L'échec à accomplir ce pourquoi tu t'es remercié à l'avance n'est pas une raison d'abandonner le rituel. C'est une information. Utilise-la, ajuste, réessaie. Marc Aurèle écrivait « Notre vie est ce que nos pensées en font. La gratitude préemptive est un moyen de diriger tes pensées vers ce que tu veux créer plutôt que vers ce que tu veux éviter. » La plupart du temps, quand nous pensons à nos tâches intimidantes, nous pensons à tout ce qui pourrait mal se passer, à quel point ce sera difficile, à combien nous ne voulons pas le faire. Ce sont des pensées d'évitement, elles créent une énergie de fuite. Mais quand tu pratiques la gratitude préemptive, tu diriges tes pensées différemment. Tu penses à qui tu seras après avoir fait la tâche, à comment tu te sentiras, à la fierté tranquille et au soulagement. Ce sont des pensées d'approche. Elles créent une énergie d'attraction vers l'action. Et l'action suit toujours l'énergie dominante. Si ton énergie dominante est l'évitement, tu procrastineras. Si ton énergie dominante est l'attraction, tu agiras. Il y a aussi un aspect de self-compassion dans ce rituel qui est crucial. Quand tu remercies ton futur soi à l'avance, tu exprimes implicitement de la compassion. Tu reconnais que ce sera difficile, que ce futur toi va devoir surmonter de la résistance, et tu apprécies cet effort à l'avance. Cette compassion te rend plus gentil avec toi-même durant le processus. Tu ne te traites plus comme un esclave qui doit être forcé à travailler. Tu te traites comme un partenaire que tu respectes et apprécies. Les stoïciens, malgré leur réputation de dureté, étaient en réalité profondément compatissants, surtout envers eux-mêmes. Ils reconnaissaient leurs limites humaines. Marc Aurèle se rappelait constamment qu'il était mortel, faillible, imparfait. Et pourtant, au lieu de se condamner pour ses imperfections, il les acceptait avec grâce et continuait à faire de son mieux. La gratitude préemptive incarne cette acceptation. Elle dit « Je sais que je ne suis pas parfait, je sais que ce sera difficile, et je suis reconnaissant à l'avance pour l'effort que je vais faire, quel que soit le résultat. » Pratique ce rituel avec des tâches de toute taille. Pour une tâche énorme que tu repousses depuis des mois, prends 5 minutes pour vraiment visualiser et ressentir la gratitude pour le toi qui l'aura enfin accompli. Pour une petite tâche quotidienne, même quelques secondes de gratitude préemptive peuvent suffire. L'important est la constance. Fais de cette gratitude anticipée une habitude, un réflexe. Avant chaque tâche que tu es tenté de procrastiner, prends juste un instant pour te remercier à l'avance. Tu remarqueras quelque chose de remarquable au fil du temps. Cette pratique ne rend pas seulement l'action plus probable, elle rend l'action plus joyeuse. Tu commences à aborder tes tâches non plus avec lourdeur, mais avec une sorte d'anticipation positive. Non pas parce que les tâches elles-mêmes sont devenues plus faciles, mais parce que ton rapport émotionnel à elles a changé. Tu n'es plus en guerre avec tes responsabilités. Tu es en partenariat avec toi-même pour les accomplir. Alors ce soir, avant de dormir, essaie ceci. Pense à demain. Pense à cette chose que tu sais que tu devrais faire, mais que tu vas probablement être tenté de repousser. Visualise-toi en train de la faire, même si c'est juste l'action minimale, visualise-la. Puis ressens de la gratitude pour ce futur toi. Remercie-le sincèrement et observe comment tu te sens en t'endormant avec cette gratitude anticipée. Tu construis un pont vers le toi que tu veux être. Et demain, quand le moment viendra d'agir, ce pont sera là pour te guider. Le 8e rituel stoïcien pour pulvériser la procrastination est le rituel de l'ancrage dans le présent. Les stoïciens étaient des maîtres de la présence, de la conscience, du moment actuel. Ils comprenaient que la procrastination est fondamentalement une fuite du présent vers un futur hypothétique ou un passé regretté. Nous repoussons parce que nous ne voulons pas être ici, maintenant, avec cette tâche, avec cet inconfort. Nous préférons nous perdre dans des fantasmes sur comment ce sera plus facile demain ou dans des ruminations sur pourquoi nous n'avons pas commencé plus tôt. Marc Aurèle répétait comme un mantra « Concentre-toi sur le moment présent ». Ce n'était pas un conseil vague ou abstrait, c'était une instruction pratique pour vaincre la distraction et l'évitement. Il écrivait « Ne te laisse pas distraire. De quoi as-tu besoin pour vivre en ce moment ? De rien d'autre que de faire ce qui est juste devant toi.
Cette focalisation radicale sur le moment présent est un antidote puissant à la procrastination. Pourquoi? Parce que la procrastination vit dans le temps. Elle vit dans la pensée « je le ferai plus tard » ou « j'aurais dû le faire avant ». Mais le présent, le vrai présent, est intemporel. Dans le moment présent pur, il n'y a pas de plus tard ni de avant. Il y a seulement ce qui est maintenant. Et dans ce maintenant, tu peux toujours faire quelque chose, ne serait-ce qu'une respiration consciente, ne serait-ce qu'un tout petit pas vers ta tâche. Le rituel de l'ancrage dans le présent se pratique en plusieurs étapes. Premièrement, quand tu te surprends à procrastiner, arrête tout, littéralement, fiche-toi si tu peux. Puis prends 3 respirations profondes et conscientes. Inspire lentement en comptant jusqu'à 4. Retiens 1 seconde. Expire lentement en comptant jusqu'à 4. Fais ça 3 fois. Cette simple action ramène ton attention de ton esprit, qui est probablement en train de ruminer ou de fantasmer, vers ton corps, vers ta respiration, vers le moment présent. Deuxièmement, une fois que tu as ancré ton attention dans la respiration, fais un scan rapide de ton corps. Sens tes pieds sur le sol, sens le contact de tes vêtements sur ta peau, sens la température de l'air. Écoute les sons autour de toi sans les juger, juste en les remarquant. Cette pratique, que les stoïciens faisaient instinctivement et que nous appelons maintenant pleine conscience ou mindfulness, te sort de la spirale mentale de la procrastination et te replace dans la réalité immédiate. Troisièmement, demande-toi, qu'est-ce qui est vrai en ce moment même? Pas ce qui pourrait être vrai demain, pas ce qui était vrai hier, mais maintenant. En ce moment, je suis assis à mon bureau. En ce moment, je me sens un peu anxieux. En ce moment, mon ordinateur est devant moi. En ce moment, je respire. Cette observation factuelle, sans dramatisation, sans histoire, te place fermement dans le présent. Et dans le présent, la procrastination ne peut pas survivre. Épictète enseignait: ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et ta vie sera sereine. Appliqué à la procrastination, cela signifie: arrête de souhaiter que la tâche soit différente, plus facile, plus agréable. Elle est ce qu'elle est maintenant. Accepte cette réalité. Une fois que tu acceptes ce qui est, sans résistance mentale, l'action devient possible. La résistance mentale, cette voix qui dit « je ne veux pas, c'est trop dur, je le ferai plus tard », c'est du bruit mental. Ce n'est pas la réalité. La réalité est « voici une tâche, voici moi, voici ce moment, point ». Quand tu peux voir cette simplicité, quand tu peux couper à travers le bruit mental et revenir à ce qui est simplement vrai maintenant, la décision de comment agir devient claire. Les stoïciens pratiquaient aussi ce qu'on pourrait appeler la réduction au moment. Face à une tâche intimidante, ils se demandaient « qu'est-ce que je peux faire dans les 5 prochaines minutes ? Pas dans l'heure prochaine, pas aujourd'hui, dans les 5 prochaines minutes ?» Cette réduction temporelle rend presque tout gérable. Tu ne peux peut-être pas écrire tout ton rapport dans les 5 prochaines minutes, mais tu peux certainement écrire quelques phrases. Tu ne peux peut-être pas nettoyer toute ta maison, mais tu peux certainement ranger un coin de ta cuisine. Cette approche transforme les tâches impossibles en tâches possibles. Et voici la beauté. Après 5 minutes, tu peux te redemander « qu'est-ce que je peux faire dans les 5 prochaines minutes suivantes ?» Et ainsi de suite. Tu ne vis jamais que 5 minutes à la fois. Cette approche stoïcienne du présent élargie juste assez pour être actionnable, mais pas tellement qu'il devienne écrasant, est d'une efficacité remarquable. Marc Aurèle utilisait une variante de cette technique pendant les campagnes militaires. Face à des situations qui semblaient impossibles, il se concentrait sur le prochain ordre à donner, la prochaine décision à prendre, la prochaine heure à traverser. Il écrivait « confine-toi au présent ». Si tu te concentres sur le moment présent et résous chaque problème avec précision et fermeté, avançant avec diligence, sincérité et sérénité, sans distraction ni inquiétude pour d'autres choses, mais en gardant ton être divin pur et debout, tu vivras bien. Il y a une liberté immense dans cette approche. Quand tu n'es responsable que des 5 prochaines minutes, le poids de tout le futur disparaît. Tu n'as pas à porter tout le projet, toute la journée, toute ta vie sur tes épaules. Tu dois juste gérer maintenant. Et maintenant est toujours gérable. Même dans les circonstances les plus difficiles, tu peux faire quelque chose maintenant. Peut-être juste respirer, peut-être juste rester présent, mais c'est quelque chose. Le rituel de l'ancrage dans le présent inclut aussi une pratique de détachement des résultats. Les stoïciens faisaient une distinction claire entre l'action et le résultat. Tu contrôles ton action maintenant. Tu ne contrôles pas le résultat qui viendra dans le futur. Beaucoup de procrastination vient de l'obsession avec le résultat. Et si je fais ça et que ça ne marche pas? Et si je fais ça et que les gens n'aiment pas? Et si je fais ça et que j'échoue? Toutes ces questions concernent le futur.
elles te sortent du présent. Le rituel stoïcien dit « Oublie le résultat pour le moment, tu t'en occuperas quand il arrivera. Maintenant, concentre-toi seulement sur l'action présente. Fais-la bien, fais-la avec intégrité, fais-la avec présence. Le résultat n'est pas ta préoccupation actuelle. Ta seule préoccupation est, dans ce moment, maintenant, quelle est l'action juste ?» Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. La plupart de notre anxiété autour de nos tâches vient de notre imagination du futur. Nous imaginons la difficulté, nous imaginons l'échec, nous imaginons le jugement des autres. Mais tout cela n'existe pas maintenant. Maintenant, il y a juste toi et la prochaine petite action. Quand tu peux t'ancrer dans cette réalité, l'anxiété imaginaire perd son pouvoir. Une pratique concrète pour cultiver cet ancrage. Crée ce que tu pourrais appeler des rappels de présence dans ta journée. Choisis 3 moments dans ta journée où tu vas systématiquement arrêter ce que tu fais et prendre 60 secondes pour revenir au présent. Peut-être après chaque repas, peut-être à chaque heure pleine. Mets une alarme si nécessaire. Quand le rappel arrive, arrête tout. Respire 3 fois. Observe où tu es. Demande-toi, en ce moment, qu'est-ce qui demande mon attention ? Cette pratique régulière entraîne ton esprit à revenir au présent. Et plus ton esprit est entraîné à être présent, moins il se perdra dans la procrastination, qui est essentiellement une absence du présent. Tu remarqueras que quand tu es vraiment présent, la procrastination est impossible. Tu peux choisir de ne pas faire quelque chose consciemment, mais ce n'est pas de la procrastination, c'est une décision. La procrastination, c'est être ailleurs, mentalement, perdu dans des excuses, des rationalisations, des distractions. Marc Aurèle pratiquait aussi ce qu'il appelait le regard de dessus. Il imaginait se regarder lui-même depuis au-dessus, depuis une perspective détachée. Il voyait Marc Aurèle assis à son bureau, hésitant sur une décision, et il se demandait « Qu'est-ce qui est vraiment important ici ? Dans 100 ans, est-ce que ça comptera ?» Cette perspective l'aidait à se réancrer dans le présent en enlevant l'importance dramatique qu'il donnait parfois à certaines situations. Tu peux faire de même. Quand tu procrastines, prends un instant pour te voir depuis l'extérieur. Observe-toi en train d'éviter, pas avec jugement, juste avec curiosité. « Ah, regarde, je suis en train d'éviter cette tâche. Intéressant. Que se passe-t-il réellement? Qu'est-ce que j'évite? Quelle est la peur ou l'inconfort sous-jacent ?» Cette observation crée une distance entre toi et ton comportement. Tu n'es pas la procrastination, tu es celui qui observe la procrastination. Et celui qui observe peut choisir différemment. Intègre aussi la présence physique dans ce rituel. Les stoïciens comprenaient que l'esprit et le corps sont intimement liés. Quand ton corps est détendu et ancré, ton esprit l'est aussi. Avant de commencer une tâche que tu procrastines, prends 1 minute pour ancrer ton corps. Assieds-toi avec le dos droit mais détendu, sans tes pieds fermement plantés sur le sol. Pose tes mains calmement sur tes genoux ou ton bureau. Respire dans ton ventre. Ce positionnement physique envoie un signal à ton cerveau. Nous sommes ici, nous sommes stables, nous sommes prêts. Épictète, qui boitait suite à une blessure de son époque d'esclavage, était particulièrement conscient du corps. Il enseignait que nous devons honorer le corps comme le véhicule de notre esprit rationnel. Un corps tendu, agité, inconfortable, rend la présence mentale difficile. Prends soin de ton corps avant de demander à ton esprit de se concentrer. Assure-toi d'être relativement confortable, mais pas trop pour t'endormir. Assure-toi d'avoir bu de l'eau. Assure-toi que l'espace autour de toi est propice à la concentration. Le rituel de l'ancrage dans le présent n'est pas quelque chose que tu fais une fois. C'est quelque chose que tu fais encore et encore, chaque fois que tu remarques que ton esprit s'est éloigné vers la procrastination. Tu remarques « Ah, je suis parti. Je suis en train de penser à 1000 autres choses plutôt que d'être ici. » Puis, avec douceur, sans te juger, tu reviens. Respiration, observation, présent, action. C'est un cycle que tu répètes des dizaines, des centaines de fois par jour au début. Mais avec la pratique, être présent devient plus naturel. Ton état par défaut se déplace graduellement de la distraction vers la présence. Et dans cette présence, tu découvres quelque chose de remarquable. Les tâches que tu procrastinais ne sont pas aussi difficiles que tu le pensais. Ce n'était pas la tâche elle-même qui était le problème, c'était ton rapport mental à elle, toutes les histoires que tu te racontais, toutes les projections futures, toutes les résistances imaginaires. Quand tu enlèves tout ça et que tu es juste présent avec la tâche, elle devient juste une tâche, ni bonne ni mauvaise, juste quelque chose à faire. Et tu l'as fait, un moment présent à la fois.
Le neuvième et dernier rituel stoïcien pour détruire définitivement la procrastination est le rituel de la révision et de l'ajustement. Les stoïciens étaient des pragmatistes. Ils savaient que même les meilleurs systèmes, les meilleures intentions, les meilleures pratiques doivent être constamment évaluées et ajustées. Ils ne croyaient pas en des solutions figées ou en des règles rigides. Ils croyaient en l'adaptation intelligente basée sur l'observation honnête de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Marc Aurèle passait chaque soir en revue sa journée, non pas pour se flageller pour ses erreurs, mais pour apprendre. Il se posait des questions précises. Où ai-je bien agi aujourd'hui? Où ai-je échoué à vivre selon mes principes? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment puis-je faire mieux demain? Cette pratique de révision quotidienne était au cœur de sa philosophie pratique. Il écrivait « Quand tu te réveilles le matin, dis-toi, les gens que je vais rencontrer aujourd'hui seront indiscrets, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et bourrus. Ils sont comme ça parce qu'ils ne peuvent pas distinguer le bien du mal. Mais j'ai vu la beauté du bien et la laideur du mal, et j'ai reconnu que celui qui fait le mal est lié à moi. » Cette préparation matinale et révision nocturne créait un cycle d'amélioration continue. Appliqué à la procrastination, ce rituel devient extrêmement puissant. Voici comment le pratiquer concrètement. Chaque soir, prends 10 minutes pour un examen honnête. Pas un jugement, pas une condamnation, mais une observation claire et bienveillante. Demande-toi ces questions spécifiques. Première question. Aujourd'hui, sur quelle tâche ai-je procrastiné? Sois spécifique. Pas « j'ai procrastiné », mais « j'ai repoussé l'appel téléphonique à mon client » ou « j'ai évité de travailler sur le chapitre 3 de mon rapport ». La spécificité est cruciale parce qu'elle transforme un problème vague en quelque chose de concret que tu peux adresser. Deuxième question. Pourquoi ai-je procrastiné sur ces tâches spécifiquement? Creuse au-delà des excuses superficielles. Je n'avais pas le temps, n'est presque jamais la vraie raison. Cherche plus profond. Avais-tu peur de quelque chose? Étais-tu incertain de comment commencer? La tâche était-elle mal définie? Étais-tu distrait par quelque chose de plus urgent? Comprendre le pourquoi est la clé pour trouver la solution. Troisième question. Qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui? C'est crucial. Ne te concentre pas seulement sur tes échecs. Identifie aussi tes succès, même minimes. Peut-être que tu as fait ton action minimale, ou que tu as été présent pendant 10 minutes, ou que tu as résisté à une distraction. Reconnaître ce qui fonctionne te permet de le répéter et de le renforcer. Quatrième question, qu'est-ce que je veux ajuster pour demain? Basé sur ton observation, quelles petites modifications peux-tu faire? Peut-être que tu réalises que tu procrastines toujours après avoir vérifié tes emails le matin, donc tu décides de faire ton action minimale avant d'ouvrir ta boîte mail. Peut-être que tu remarques que certaines tâches sont trop vagues, donc tu décides de les décomposer davantage. L'ajustement doit être petit, spécifique, actionnable. Cinquième question. Qu'est-ce que je veux remercier à mon sujet aujourd'hui? Même les jours difficiles, trouve quelque chose. Peut-être juste le fait que tu as continué à essayer, que tu n'as pas abandonné complètement, que tu es ici en train de faire cet examen au lieu d'éviter aussi cette réflexion. Cette gratitude envers toi-même maintient ta motivation et ton estime de soi. Épictète enseignait que nous devons être comme des sculpteurs, taillant graduellement la pierre brute de notre caractère pour révéler la forme que nous voulons créer. Chaque jour est un coup de ciseau. Certains coups enlèvent beaucoup de pierres, d'autres très peu. Certains coups ratent leur cible, mais avec la constance, la forme émerge. Le rituel de révision et d'ajustement est ton moment de recul pour voir la sculpture dans son ensemble et décider où donner le prochain coup de ciseau. Cette pratique t'empêche aussi de tomber dans 2 pièges communs. Le premier piège est de répéter les mêmes erreurs jour après jour, sans apprendre. Tu procrastines, tu te sens mal, tu te promets de faire mieux demain, mais tu ne changes rien à ton approche. Résultat, demain ressemble à aujourd'hui. Le rituel de révision brise ce cycle. Tu ne te contentes pas de te sentir mal, tu analyses pourquoi et tu ajustes. Le deuxième piège est de devenir trop rigide dans ton système. Tu crées un plan parfait pour vaincre la procrastination, mais la vie ne coopère pas. Des événements inattendus arrivent, tes besoins changent. Ce qui fonctionnait la semaine dernière ne fonctionne plus cette semaine. Sans révision régulière, tu continues à suivre un plan qui n'est plus efficace et tu deviens frustré. Le rituel d'ajustement te garde flexible et adapté à ta réalité changeante. Sénèque écrivait « Chaque jour acquiert quelque chose de nouveau, mais quand tu te couches, laisse ce jour derrière toi. Demain sera un nouveau jour. » Cette philosophie de clôture quotidienne est essentielle. Pendant ton rituel de révision, tu évalues la journée, tu apprends ce que tu peux, puis tu la laisses partir.
Tu ne portes pas tes échecs d'aujourd'hui dans demain. Chaque aurore est vraiment une renaissance, une page blanche, une nouvelle opportunité. Mais la révision n'est pas seulement quotidienne. Les stoïciens pratiquaient aussi des révisions à plus long terme. Une fois par semaine, prends 30 minutes pour une révision plus approfondie. Regarde les 7 derniers jours. Quels patterns émergent? Sur quoi procrastines-tu constamment? Qu'est-ce qui fonctionne régulièrement? Qu'est-ce qui ne fonctionne clairement pas? Cette perspective hebdomadaire révèle des patterns que la révision quotidienne pourrait manquer. Marc Aurèle faisait quelque chose de similaire. Il avait des maximes, des principes qu'il se répétait, mais il les ajustait au fil du temps, basés sur son expérience. Ses méditations sont essentiellement un journal de ses ajustements, de ses rappels à lui-même, de ses observations sur ce qui fonctionne pour vivre une vie vertueuse, malgré les pressions immenses de son rôle. Crée aussi ce que tu pourrais appeler un journal anti-procrastination. Ce n'est pas un journal intime traditionnel avec de longues entrées. C'est un outil pratique, structuré. Chaque jour, une page divisée en sections correspondant aux questions de révision. Au début, cela prendra peut-être 15 minutes. Avec la pratique, tu peux le faire en 5 minutes. Mais ces 5 minutes valent de l'or. Elles sont l'investissement qui rend tout le reste possible. Le simple fait d'écrire physiquement tes réponses, plutôt que de juste y penser, change quelque chose. L'écriture rend l'abstrait concret. Elle force la clarté. Tu ne peux pas être vague ou te mentir aussi facilement quand tu dois mettre des mots sur du papier. De plus, avec le temps, ce journal devient un registre de ton évolution. Tu peux regarder en arrière et voir comment tu as changé, comment des problèmes qui semblaient insurmontables il y a un mois ne sont même plus des problèmes maintenant. Le rituel de révision et d'ajustement inclut aussi la célébration des victoires. Les stoïciens n'étaient pas des gens sombres et austères comme le stéréotype le suggère. Ils appréciaient les bonnes choses de la vie. Ils célébraient leur progrès. Mais il le faisait avec modération et sans attachement. Quand tu accomplis quelque chose que tu procrastinais, prends un moment pour vraiment célébrer. Pas avec une récompense externe excessive, mais avec une reconnaissance interne sincère. Je l'ai fait. J'ai surmonté la résistance. Je suis fier de moi. Cette célébration renforce le comportement. Mon cerveau apprend. Quand j'agis plutôt que procrastiner, je me sens bien. Cette association positive facilite l'action future. Mais attention, la célébration ne doit pas devenir une excuse pour l'oisiveté. Marc Aurèle se méfiait du contentement excessif. Après avoir reconnu une victoire, il se tournait rapidement vers le prochain défi. Bien, c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qui demande mon attention ? Le rituel d'ajustement signifie aussi être prêt à abandonner ce qui ne fonctionne pas, même si tu étais initialement enthousiaste à ce sujet. Peut-être que tu as essayé de te lever à 5 heures du matin pour travailler sur ton projet, mais après 2 semaines, tu réalises que tu es trop fatigué et que la qualité de ton travail en souffre. L'ajustement stoïcien dit « D'accord, cela ne fonctionne pas. Essayons autre chose. Peut-être travailler le soir ou pendant la pause déjeuner. » L'attachement rigide à une méthode qui ne fonctionne pas n'est pas de la discipline, c'est de l'entêtement. Épictète disait « Ce qui entrave l'action la fait avancer. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. » Appliqué à ton système anti-procrastination. Cela signifie les obstacles que tu rencontres dans ta pratique ne sont pas des échecs, ce sont des informations. Ils te montrent ce qui doit être ajusté. Tu as établi de faire ton action minimale chaque matin, mais tu réalises que tu as une réunion matinale 3 jours par semaine qui perturbe ce rituel. Ajuste. Fais ton action minimale la veille pour ces 3 jours. L'obstacle devient la solution. Il y a aussi un aspect de l'ajustement qui concerne l'autocompassion. Pendant ta révision, tu découvriras des jours où tu as échoué malgré tes meilleures intentions. Le rituel stoïcien dit « Sois honnête sur l'échec », mais n'en fais pas une tragédie. Marc Aurèle se rappelait constamment qu'il était humain, faillible, imparfait. Il écrivait « Quand tu es offensé par la faute de quelqu'un, tourne-toi immédiatement vers toi-même et réfléchis à quelle faute similaire tu commets. Cette humilité s'applique aussi à toi-même. Quand tu échoues, rappelle-toi que l'échec est humain, qu'il fait partie du processus, qu'il n'est pas une condamnation de ton caractère. L'ajustement final, et peut-être le plus important, concerne tes attentes. Les stoïciens enseignaient que beaucoup de souffrance vient d'attentes irréalistes. Si tu t'attends à ne jamais plus procrastiner après avoir lu ce script et pratiqué ces rituels, tu seras déçu. La procrastination est une tendance humaine profondément ancrée. Tu ne vas pas l'éliminer complètement. Ce que tu vas faire avec ces rituels pratiqués constamment, c'est réduire drastiquement sa fréquence et sa durée. Tu vas devenir quelqu'un qui agit beaucoup plus souvent qu'avant, même si ce n'est pas parfaitement tout le temps.
Ajuste tes attentes pour qu'elles soient réalistes. Vise le progrès, pas la perfection. Célèbre chaque jour où tu agis un peu plus que tu ne procrastines. Accepte les jours où tu échoues complètement sans te condamner. Apprends, ajuste, recommence. C'est le cycle stoïcien d'amélioration continue. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas dramatique, mais c'est efficace. C'est comme l'eau qui façonne la pierre, goutte après goutte, jour après jour, jusqu'à ce que la transformation soit indéniable. Alors intègre ce dernier rituel dans ta vie dès ce soir. Prends 10 minutes avant de dormir. Revois ta journée avec honnêteté et bienveillance. Pose-toi les 5 questions. Écris les réponses si tu peux. Identifie un petit ajustement pour demain. Puis laisse aller la journée et prépare-toi pour demain avec confiance renouvelée. Demain, tu auras une autre chance de pratiquer, de grandir, de devenir un peu plus la personne qui agit plutôt que celle qui procrastine. Et avec le temps, ces petites améliorations quotidiennes vont s'accumuler en une transformation profonde. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage à travers les 9 rituels stoïciens pour annihiler la procrastination. Mais ce n'est pas vraiment une fin, n'est-ce pas? C'est un commencement. Tout ce que tu as entendu ce soir ne vaut rien si cela reste des mots, des idées abstraites, des intentions vagues. La sagesse stoïcienne n'a jamais été destinée à être admirée de loin. Elle a été conçue pour être vécue, pratiquée, intégrée dans le tissu quotidien de l'existence. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, ces hommes n'ont pas écrit leurs enseignements pour impressionner des intellectuels dans des salons confortables. Ils ont écrit pour survivre, pour maintenir leur santé mentale face à des défis écrasants, pour rester fidèles à leurs principes quand tout autour d'eux s'écroulait. Leurs mots ont été forgés dans le feu de l'expérience réelle, et c'est seulement dans le feu de ta propre expérience qu'ils prendront vraiment vie pour toi. Récapitulons rapidement ces 9 rituels, non pas pour simplement les mémoriser, mais pour que tu puisses voir comment ils forment un système complet, un mode de vie anti-procrastination. Le premier rituel était la conscience du temps, te rappeler chaque jour que ta vie est limitée, que ce jour ne reviendra jamais, que l'action doit être maintenant parce que demain n'est garanti à personne. Cette conscience urgente mais non anxieuse donne la motivation profonde pour agir. Le deuxième rituel était la clarté des intentions, savoir précisément pourquoi quelque chose compte pour toi, pas de manière vague mais de manière viscérale, émotionnelle, connectée à tes valeurs les plus profondes. Cette clarté transforme des tâches abstraites en actions significatives. Le troisième rituel était la division, décomposer toute tâche intimidante en parties si petites qu'elle cesse d'être intimidante. Cette division rend l'impossible possible, l'écrasant gérable, le paralysant actionnable. Le quatrième rituel était l'inconfort volontaire. T'entraîner délibérément à affronter l'inconfort dans les petites choses pour que tu puisses affronter l'inconfort dans les grandes choses. Cette pratique construit une résilience mentale qui rend la résistance de la procrastination moins puissante. Le cinquième rituel était le rappel à la mort, la pratique du memento mori qui te garde concentré sur l'essentiel en te rappelant que tout, y compris ta vie, est temporaire. Le sixième rituel était l'action minimale. Définir une première étape si ridiculement petite que tu ne peux pas vraiment échouer à la faire, créant ainsi l'élan qui souvent mène à faire beaucoup plus. Le septième rituel était la gratitude préemptive. Te remercier à l'avance pour l'action que tu vas accomplir, créant un pont émotionnel positif vers ton futur soi. Le huitième rituel était l'ancrage dans le présent, revenir encore et encore au seul moment où l'action est réellement possible. Maintenant. Et le neuvième rituel était la révision et l'ajustement, l'examen quotidien honnête de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, suivi par des modifications intelligentes basées sur l'expérience réelle. Ces 9 rituels ne sont pas destinés à être pratiqués en isolation. Ils se renforcent mutuellement. La conscience du temps donne l'urgence, la clarté des intentions donne la direction, la division donne la méthode, l'inconfort volontaire donne la résilience. Le rappel à la mort donne la perspective, l'action minimale donne le début, la gratitude préemptive donne la motivation, l'ancrage dans le présent donne le focus et la révision donne l'amélioration continue. Ensemble, ils forment non pas un système rigide, mais un cadre flexible que tu peux adapter à ta vie unique, à tes défis spécifiques, à ta personnalité particulière. Les stoïciens n'ont jamais cru en une approche universelle. Ils croyaient en des principes universels appliqués de manière individuelle. Prends ces rituels et fais les tiens. Modifie-les. Expérimente. Garde ce qui fonctionne pour toi. Ajuste ce qui ne fonctionne pas.
C'est ça, l'esprit stoïcien. Mais voici l'essentiel, et écoute ceci attentivement parce que c'est peut-être la chose la plus importante de tout ce que tu as entendu ce soir. Tu dois commencer. Pas demain, pas lundi prochain, pas quand tu auras tout compris, maintenant. Choisis un rituel, un seul, celui qui résonne le plus avec toi. Peut-être que c'est l'action minimale parce que c'est le plus simple. Peut-être que c'est le rappel à la mort parce que c'est le plus puissant. Peu importe lequel tu choisis. Choisis-en un et engage-toi à le pratiquer pendant 7 jours. Juste 7 jours. Pas pour toujours, pas pour le reste de ta vie. Juste 7 jours. Et vraiment pratique-le. Pas de manière occasionnelle. Pas quand tu y penses, mais délibérément, intentionnellement. Fais-en une priorité non négociable pendant ces 7 jours. Observe ce qui se passe. Observe comment ta relation à l'action change, même légèrement. Observe comment ton niveau de procrastination évolue. Puis, après ces 7 jours, fais ta révision stoïcienne. Demande-toi, ce rituel a-t-il fait une différence? Veux-je continuer? Veux-je en ajouter un autre? Mais ne fais pas l'erreur de vouloir tout faire en même temps. Ne te dis pas « Génial, 9 rituels, je vais tous les implémenter demain ». C'est une recette pour l'échec. C'est l'approche non stoïcienne. Les stoïciens croyaient au progrès graduel, à l'amélioration constante mais patiente. Ils citaient souvent le proverbe « festina lente », hâte-toi lentement. Oui, il y a de l'urgence parce que ta vie est limitée. Mais il y a aussi de la patience parce que le changement durable prend du temps. Intègre un rituel. Maîtrise-le sur quelques semaines. Quand il devient naturel, presque automatique, ajoutant un autre. Puis un autre. Avec le temps, peut-être en quelques mois, tu auras intégré plusieurs ou tous ces rituels dans ta vie. Et à ce moment-là, tu ne seras plus la même personne. Tu seras devenu quelqu'un qui agit, qui fait face à la résistance et la traverse, qui honore ses engagements envers soi-même. Tu seras devenu un peu plus stoïcien. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette philosophie. Tu n'es pas condamné à être celui ou celle que tu as toujours été. Tu n'es pas défini par tes habitudes passées, tes échecs passés, ta procrastination passée. Chaque moment est une opportunité de choisir différemment. Chaque souffle est une chance de recommencer. Les stoïciens le savaient. Nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos impulsions, nous ne sommes pas nos habitudes. Nous sommes nos choix, répétés dans le temps. Et si tes choix jusqu'à présent t'ont mené à procrastiner, à éviter, à repousser, ce n'est pas grave. C'était hier, c'était qui tu étais. Mais maintenant, en ce moment même, tu peux choisir différemment. Tu peux choisir d'être quelqu'un qui pratique ces rituels. Tu peux choisir d'être quelqu'un qui agit. Et ce choix, fait encore et encore, devient qui tu es. Marc Aurèle écrivait dans ses derniers jours « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Tu as passé ces dernières heures à absorber des pensées stoïciennes sur l'action, sur le temps, sur la discipline, sur le courage. Maintenant, ces pensées doivent se transformer en action. Sinon, elles ne sont que du divertissement, que du bruit mental supplémentaire. Mais si tu agis, si tu pratiques, si tu intègres, alors ces pensées deviennent ta vie. Elles deviennent qui tu es. Imagine pour un moment ton futur, pas le futur lointain, mais juste dans quelques mois. Imagine-toi ayant pratiqué ces rituels stoïciens constamment. Comment ta vie est-elle différente? Quel projet as-tu avancé ou complété que tu procrastinais depuis des années? Quelle conversation as-tu eue que tu évitais? Quelle version de toi-même es-tu devenu? Comment te sens-tu en te regardant dans le miroir, sachant que tu es quelqu'un qui fait ce qu'il dit qu'il va faire? Cette vision est possible. Pas facilement, pas sans effort, pas sans moment de rechute et de doute, mais possible. Les stoïciens ne promettaient pas une vie facile, ils promettaient une vie significative, une vie vécue avec intégrité, une vie sans les regrets rongeurs de ce qui aurait pu être si seulement tu avais agi. Et cette promesse, ils la tiennent. Des milliers de personnes à travers 2000 ans d'histoire ont transformé leur vie en appliquant ces principes. Tu peux être le prochain. Alors ce soir, avant de dormir, fais une chose, une seule. Décide quel rituel tu vas commencer demain. Pas tous, un seul. Écris-le si tu peux. Demain, je vais pratiquer le rituel de... Sois spécifique sur comment tu vas le pratiquer, à quelle heure, dans quel contexte, quelle sera exactement ton action. Puis, et c'est crucial, visualise-toi en train de le faire. Vois-toi demain matin ou demain soir, selon ton plan, en train de pratiquer ce rituel. Sens la satisfaction de l'avoir fait. Remercie ton futur toi à l'avance. Et puis demain, fais-le. Quoi qu'il arrive, quoi que ton esprit te dise, quelles que soient les distractions qui apparaissent, fais-le. Parce que ce premier jour établit un précédent. Il crée un momentum. Il prouve à ton cerveau que tu es sérieux, que ce n'est pas juste une autre phase, une autre inspiration passagère qui va s'évaporer dans quelques jours.
C'est un engagement réel envers toi-même. Les stoïciens avaient une pratique qu'ils appelaient le serment philosophique. Ce n'était pas un serment public, mais un engagement privé envers soi-même de vivre selon certains principes. Tu peux faire quelque chose de similaire maintenant. Fais-toi la promesse silencieuse que tu vas pratiquer au moins un de ces rituels tous les jours pendant les 7 prochains jours, juste 7 jours. Ce n'est pas beaucoup, c'est une semaine de ta vie, mais cette semaine peut être le début de tout ce qui change. Et souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce voyage. Tu rejoins une longue lignée de personnes qui ont marché ce chemin avant toi. Marc Aurèle, luttant avec la procrastination malgré son pouvoir immense. Épictète, se disciplinant jour après jour malgré sa condition d'ancien esclave. Sénèque, agissant avec courage, même face à la mort imminente. Et des millions d'anonymes à travers l'histoire qui ont appliqué ces principes dans leur vie quotidienne pour surmonter leur propre résistance, leur propre peur, leur propre procrastination. Tu as tout ce dont tu as besoin. Les outils sont là, les rituels sont clairs. La sagesse de 2000 ans est à ta disposition. La seule chose qui manque, c'est ton action. Et ça, personne ne peut le faire pour toi. Personne ne peut pratiquer ces rituels à ta place. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. C'est ton travail, ta responsabilité, ton privilège, parce que c'est aussi ta liberté. Tu es libre de choisir. Tu peux choisir de continuer comme avant, de procrastiner, de repousser, de vivre avec les regrets accumulés, ou tu peux choisir de commencer maintenant, de pratiquer, d'agir, de devenir qui tu as toujours voulu être. Les stoïciens diraient « le choix t'appartient », mais le temps, lui, n'attend pas. Chaque seconde qui passe est une seconde que tu ne récupéreras jamais. Alors que vas-tu faire de ce moment maintenant? Vas-tu le laisser glisser dans l'oubli, une opportunité de plus gaspiller, ou vas-tu le saisir, agir, commencer? La procrastination a régné assez longtemps sur ta vie. Il est temps de l'annihiler, de la pulvériser, de la réduire à néant à travers l'action constante, les rituels disciplinés, la présence intentionnelle. Il est temps de reprendre ton pouvoir, de redevenir le maître de ton temps, l'architecte de tes journées, le sculpteur de ton caractère. Il est temps d'être stoïcien, pas en théorie, mais en pratique, pas en parole, mais en acte, pas demain, mais maintenant. Alors, respire profondément, sens la vie qui pulse en toi, reconnais que ce moment, maintenant, est sacré, unique, irremplaçable. Et dans ce moment, dans ce souffle, dans cette conscience, fais le choix, choisis l'action, choisis la discipline, choisis la vie pleinement vécue, choisis d'être quelqu'un qui ne procrastine plus, qui n'évite plus, qui ne repousse plus, choisis d'être libre. Les anciens stoïciens te regardent à travers les âges, t'encourageant silencieusement. Ils ont parcouru ce chemin, ils savent que c'est possible, ils savent que tu en es capable. Tout ce qu'ils te demandent, tout ce que la sagesse éternelle te demande, c'est de commencer, juste de commencer. Un rituel, un jour, une action, c'est tout. Le reste suivra. Alors va maintenant. Pas physiquement si tu es déjà au lit, mais mentalement, spirituellement. Va vers cette version de toi qui agit. Engage-toi, choisis ton rituel, prépare-toi pour demain. Et quand demain viendra, quand le moment de pratiquer arrivera, souviens-toi de cette nuit, de ces mots, de cette sagesse ancienne qui te murmure. Tu peux le faire, tu as toujours pu le faire. Il suffisait de commencer. Si ce message a touché quelque chose en toi, si tu sens qu'il peut aider d'autres personnes qui luttent avec la procrastination, partage cette vidéo. Les stoïciens croyaient que nous avons une responsabilité envers notre communauté, que notre propre croissance n'est complète que quand nous aidons les autres à croître aussi. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir cette sagesse stoïcienne pratique, ces outils qui peuvent transformer ta vie jour après jour. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons d'autres aspects de la philosophie stoïcienne appliquée à la vie moderne. Mais pour l'instant, concentre-toi sur ce que tu as appris ce soir. Intègre-le, pratique-le, vis-le. C'est ton moment, c'est ton chemin, c'est ta vie. Fais-en quelque chose de magnifique, de significatif, de vrai. Agis maintenant. La procrastination est morte. Longue vie à l'action. Bonne nuit. Et que demain soit le premier jour de ta vie post-procrastination.